Bonjour à tous. Nous arrivons à notre sixième séance du cours Perspective de l'action climatique et c'est une séance que j'ai beaucoup de plaisir à faire avec vous aujourd'hui car elle concerne directement mon métier de base, puisque nous allons examiner les instruments économiques et plus particulièrement toute la problématique qui commence à être bien connue de la tarification carbone et ce qu'on appelle le prix du CO2. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un instant ces deux portraits de deux collègues très éminents. À gauche, vous avez William Nordhaus, qu'on appelle Bill dans le milieu, qui est professeur d'économie et qui est aux États-Unis et qui a eu le prix Nobel d'économie il y a 3 ans, en grande partie à cause des travaux qu'il a fait sur la tarification du carbone. Évidemment, le fait qu'on donne un prix Nobel a créé tout de suite une controverse en France, puisqu'on est les champions de la controverse. Il y a des gens qui ont dit que ce n'est pas normal qu'on donne le prix Nobel d'économie à M. Nordhaus, car il n'a pas suffisamment alerté sur les risques du climat. Bon, nous, on ne va pas rentrer dans les controverses, on va essayer de comprendre, mais Bill Nordhaus a écrit son premier papier sur le changement climatique en 1974, si vous voulez. Et donc, il était vraiment très en avance sur les autres. Et il a essayé de modéliser la question du climat dans ce qu'on peut appeler l'économie orthodoxe. À droite, vous avez un homme qui est beaucoup plus connu en Europe, moins aux États-Unis, c'est Nick Stern. Alors maintenant, on l'appelle Lord Nicholas Stern, puisqu'il a été anobli par la reine. Mais Nick Stern a été chief économiste de la Banque mondiale dans les années, au début des 2000. Et il n'était pas du tout économiste du climat, mais il est tombé dans le climat en revenant de la Banque mondiale, puisqu'il a été missionné par le Trésor britannique pour faire ce qu'on appelle une revue, une review. Il a fait la Stern Review, qui a été rendue publique en 2007. Et la Stern Review a vraiment été un peu un élément déclencheur dans le milieu européen sur l'importance du coût à venir du changement climatique. Et Stern a démontré que, au fond, c'était beaucoup moins coûteux d'agir aujourd'hui sur le réchauffement climatique que d'attendre que les coûts nous tombent dessus en 2050. Donc voilà un peu deux figures d'économie qui nous montrent que effectivement, même dans le monde économique, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Bon, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Nick Stern avant qu'il devienne une rockstar de l'économie du CO2, et je peux vous dire, à l'époque, il n'était pas du tout dans ces problématiques-là, et moi pas plus, puisque moi je suis tombé dans le changement climatique en 2003-2004. On m'aurait demandé ce qu'était l'effet de serre avant, je n'aurais pas très bien su. Alors, dans le plan du cours, je rappelle, on a commencé le cours en écoutant les climatologues, on a vu qu'il fallait s'adapter aux impacts, car on n'a pas le choix. On a fait un petit détour par la négociation internationale. Lors des 2 dernières séances, nous avons vu les 2 grandes transformations que doit opérer notre société pour faire face au réchauffement. La transition énergétique, qui consiste fondamentalement à quitter notre dépendance à l'énergie fossile, et puis ce qu'on appelait le carbone vivant, l'agriculture, l'alimentation, la forêt, qui contribuent à hauteur d'environ 1/4 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les instruments économiques que nous allons maintenant examinés sont principalement construits pour répondre à la question de la transition énergétique, de la sortie du carbone fossile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas utiliser d'instruments pour la partie carbone vivant. Ça veut surtout dire que les instruments économiques sur l'agriculture, la forêt, la biodiversité sont beaucoup plus difficiles à mettre en place que sur l'énergie. Alors, au menu, 4 points. On va commencer par faire un tout petit rappel de ce qu'est une norme, ce qu'est une taxe, ce qu'est un système de quotas. Vous me pardonnerez, mais il faut faire un mini-cours d'économie si on veut comprendre la suite. Et puis, on va ensuite rentrer dans le vif du sujet en examinant les systèmes de quotas négociables. Et on va se focaliser sur un système qui est de loin celui que je connais le mieux, qui est le système européen d'échange de quotas.
Je le connais d'autant mieux que j'ai écrit le premier bouquin avec un collègue américain et un collègue irlandais sur carbon pricing, sur ce système. Et j'ai participé aussi à une petite partie de la mise en place des instruments à la fin des années 2000 avec la Caisse des dépôts et consignations. Et puis ensuite, on va regarder le cas des taxes, et on va regarder le cas de la France, où là aussi, j'ai été un petit peu partie prenante, hein, puisque j'ai dirigé le comité fiscalité écologique qui a fait des propositions qui ont donné lieu à la mise en place de cette taxe carbone dans la loi de finances 2014. Et puis on terminera par les démarches volontaires et ce qu'on appelle la compensation carbone. Alors, normes, taxes, système de quotas, comment introduire la question? On va l'introduire à partir de ce petit schéma qui est tiré d'un article que je crois extrêmement important, qui est l'article de Garrett Hardin qui paraît en 1968, qui s'appelle The Tragedy of the Common, la tragédie des biens communs. Et Garrett Hardin prend une figure très intéressante, c'est la figure du précommunal. Je rappelle que le précommunal était une forme très dominante de la structure sociale dans le système féodal. Le seigneur détenait tout, les serfs lui appartenaient, les richesses lui appartenaient, le château lui appartenait, mais à la périphérie du village, on laissait un précommunal en libre accès. Et c'était une forme de sécurité sociale. Chaque villageois pouvait amener son animal, pour son troupeau, pour pâturer. Et ce système fonctionnait bien tant qu'on était dans un régime de stagnation avec peu d'animaux. Vous voyez, c'est la partie gauche. Tant qu'on peut utiliser le bien commun, le précommunal, sans surpâturage, tout va bien. Et puis, le problème, c'est que lorsqu'on passe à un régime de croissance et qu'il y a trop d'animaux, on commence par dégrader la fertilité du précommunal. Et qui paye la dégradation du précommunal? Aucun des villageois qui amène son animal supplémentaire à la pâture ne paye ce coût. Et au bout d'un moment, si on laisse le précommunal en libre accès avec beaucoup d'animaux, eh bien tout simplement, le précommunal va totalement disparaître, le bien commun va être totalement détruit. Alors, cette image du précommunal correspond assez bien à ce qui se passe avec le changement climatique si on change de mot. On va changer le mot précommunal par le mot atmosphère et on va changer le mot village par le mot planète. Et vous voyez bien que nous sommes en train d'utiliser l'atmosphère comme une sorte de précommunal dans lequel nous renvoyons tous nos émissions de gaz à effet de serre et personne ne paye directement le coût de son émission. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que Garrett Hardin imagine les voies pour sortir de cette tragédie. Et il en décrit 3 qui figurent sur le bas du diagramme. La première voie pour sortir de la tragédie du bien commun, destruction du précommunal, c'est de l'organisation collective. C'est de mettre en place des règles communes. Pour une société, on va appeler ça des règlements, des normes, des lois. Ce type d'organisation collective peut assez bien fonctionner. Et il y a une économiste célèbre qui également a eu le prix Nobel, qui s'appelle Ostrom, qui est une économiste américaine, bien qu'elle est d'origine suédoise, comme l'indique son nom, et encore plus son prénom, puisqu'elle s'appelle Elinor. Elle est décédée. Elle est décédée. Malheureusement, elle est décédée. Je l'avais invitée à venir à Dauphine, et puis elle est décédée dans l'intervalle. Elinor Ostrom a décrit comment est-ce qu'on peut protéger un bien commun dans le cadre de mini-sociétés, et principalement dans des pays en voie de développement. La deuxième façon de sortir de cette tragédie, c'est de mettre en place une redevance, une taxe. Donc l'accès au précommunal ne sera plus libre, ne sera plus gratuit, il faudra payer. Comment est-ce qu'on va fixer le niveau de la taxe? Vous voyez qu'il va falloir fixer le niveau de la taxe en fonction du dommage qui va être apporté par l'animal qu'on met en place. Bon. Et si vous êtes un tout petit peu plus économiste, vous allez voir que la meilleure façon de déterminer le niveau de la taxe, ça va être de
mettre le niveau de la taxe au niveau du dommage marginal, du dommage du dernier animal qu'on rentre. On va y revenir dans un instant. Et puis, il y a une autre façon de sortir de cette tragédie du bien commun, c'est de distribuer des droits de propriété. Et historiquement, on a quitté la structure féodale en Europe, d'abord en Angleterre et ensuite sur le continent, effectivement, en distribuant des droits de propriété, en privatisant ces biens communaux. C'est ce qu'on a appelé le phénomène des enclosures. Et les enclosures qui renvoient à l'image de la clôture, on n'a pas mis des clôtures pour empêcher les animaux de sortir, hein, comme on fait aujourd'hui en Normandie ou dans les zones d'élevage. Hein. On a mis des clôtures pour empêcher les animaux de rentrer, pour supprimer la liberté d'accès. Et cette distribution des droits de propriété renvoie à un autre mécanisme qu'on peut mettre en place, qui n'est non pas un système de droits de propriété, mais un système de droits d'usage dans les systèmes de quotas négociables. Donc voilà, si vous voulez, un peu l'image de Garrett Hardin, lorsqu'un bien commun est en libre accès dans une société marchande, si on ne le protège pas, on le détruit. Et donc, il y a un peu trois façons de le protéger: la réglementation, la taxe, les quotas accessibles. Dans la réalité, sur le climat, on va mettre en place les trois. On va mettre en place des règlements, on va mettre en place des taxes, on va mettre en place des systèmes de droit. Lorsqu'on regarde les politiques environnementales, une grande partie des instruments qui sont utilisés sont souvent des instruments réglementaires. Donc, sur cette petite matrice, vous avez, on ne va pas le commenter en détail, mais vous avez en gros une espèce de photographie des mesures qui sont mises en place pour protéger l'environnement. Vous avez des normes réglementaires qui peuvent être des normes dures, des normes imposées par des États ou par des groupements d'États. Les normes les plus importantes au niveau international ont été mises en 1987 dans le cadre du protocole de Montréal pour protéger la couche d'ozone, et ça a fonctionné. À l'heure actuelle, les normes réglementaires, par exemple sur le CO2 pour l'industrie automobile dans le monde, sont assez efficaces. Si tous les constructeurs se précipitent pour basculer du moteur thermique vers le moteur électrique, c'est parce qu'ils ont des normes qui les obligent. Et ces normes ne sont pas identiques, mais sont assez voisines, que vous preniez les normes chinoises, qui sont celles qui sont les plus avancées, que vous preniez les normes européennes ou les normes américaines. On peut avoir des normes molles, ce qu'on appelle la soft law, des accords volontaires. Les accords volontaires, en général, ça marche moins bien. Et on le voit très bien dans l'industrie automobile, puisque tant que les normes ont été négociées avec le syndicat des fabricants d'automobiles européens et japonais, on n'était pas très ambitieux. Le jour où la Commission a décidé de vraiment fixer des normes contraignantes, c'est plus efficace. Les normes, ça peut être efficace, ça a beaucoup d'inconvénients. D'abord, ça a un coût. N'oublions jamais que la norme a un coût. Le coût, il est caché, on ne le voit pas, mais ça peut être extraordinairement coûteux. Le risque de la norme, c'est qu'une fois qu'on a atteint la norme, on ne va pas aller plus loin. Par exemple, à l'heure actuelle, on est en train de se rendre compte que les normes CO2 dans l'industrie automobile vont probablement devenir assez inutiles dans 1 ou 2 ans parce que la reconversion va plus vite que la norme. Et puis, oui. La norme peut aussi être totalement inutile si on n'a pas les moyens de l'appliquer. Il y a en France un certain nombre de normes européennes qui ne sont tout simplement pas appliquées. Et chaque année, la France paye plusieurs dizaines de millions à l'Europe parce qu'on ne les applique pas. La plus frappante, c'est par exemple la décharge de Marseille ou le système des nitrates. On ne respecte pas une norme, mais bon. Alors, c'est encore beaucoup plus développé dans les pays en voie de développement où, parce que les organismes internationaux conseillent les pays de mettre des normes, on met des normes, mais on ne les applique pas. Ce n'est pas grand-chose. Les instruments économiques qu'on va utiliser, nous, sont de 2 natures différentes. On va regarder soit de la fiscalité, la taxe carbone. La fiscalité écologique, la chose à bien retenir, c'est que la définition de la fiscalité écologique, c'est sur l'assiette de l'impôt. Ce n'est pas sur l'usage de l'impôt. Souvent, il y a une confusion, y compris chez les élus. Souvent, on se dit, un impôt écologique, c'est un instrument qui va servir à financer la transition. Non.
au sens économique, la fiscalité écologique, c'est une taxe dont l'objet est d'imputer le coût de la pollution à celui qui émet la pollution. C'est l'application du principe pollueur-payeur. Je pollue, je paye. Et comme, ayez toujours en tête hein, les moutons de Garrett Hardin, je vais contribuer au surpâturage, c'est au nombre de moutons que je vais mettre que je vais devoir payer. Donc la fiscalité écologique, c'est le principe du pollueur-payeur. Et donc la fiscalité carbone, c'est une fiscalité qui consiste à mettre en place un dispositif qui va faire payer l'émetteur de CO2 un niveau de coût qui reflète, on y viendra tout à l'heure, soit le coût du dommage climatique futur, soit ce qu'on estime devoir être le coût pour atteindre un certain objectif de réduction d'émissions. Les systèmes de quotas sont une façon un peu différente de tarifer le carbone. Ça va consister à mettre en place un plafond. Donc, on va agir non pas directement sur le prix, on va agir sur la quantité. On va limiter la quantité d'émissions qu'on va pouvoir faire. Et puis, une fois qu'on aura mis ce plafond, donc le plafond est très proche d'une norme, hein, si vous voulez. Et une fois qu'on aura mis le plafond, on va autoriser les acteurs sous le plafond à échanger des quotas. C'est pour ça qu'on va parler d'un système de quotas cessibles. Sur la taxe carbone, et je vais me limiter hein, au CO2 si vous le voulez bien, les meilleurs exemples de taxe carbone, c'est le prototype de la taxe carbone qui a fonctionné, c'est la Suède. Elle a été introduite en 1990 et aujourd'hui elle est à 128 € à peu près, parce que le taux de change, ça dépend du taux de change, 128 € la tonne de CO2. Et la Suède est le pays en Europe qui a le plus faible niveau d'émissions de CO2 par habitant, assez loin, devant la France. Malgré notre beau parc de centrales nucléaires. Je vous raconterai pas l'histoire, je peux vous raconter l'histoire de la Suède, hein, parce que je connais très bien les gens qui au ministère des Finances s'occupent de la taxation carbone depuis des années, mais je vous raconterai l'histoire de la taxe carbone en France. La taxe carbone, vous y reviendrez peut-être, mais c'est un marché qui définit son Non. montant. Non, la taxe carbone, c'est une taxe. Elle est définie dans le cadre de la loi de finances et son montant est édicté par l'État. Et les taxes, par exemple les taxes sur l'eau, qui sont aussi une forme de taxation environnementale, c'est vraiment défini par l'État. On y reviendra de plus en détail, mais à l'heure actuelle, la taxe carbone en France est de 46 €, je me souviens un peu, après la virgule, c'est 40 ou 50, hein, et son montant est gelé depuis 3 ans et demi, mais son montant a été défini dans la loi de finances dans le cadre d'une trajectoire croissante. Et lorsqu'on l'a introduite dans la loi de finances de 2014, sur ma proposition, parce que j'étais président du comité fiscalité écologique qui a proposé cette taxe carbone, on l'a introduite à un niveau de 7 € la tonne. À l'époque, le prix du baril était au-dessus de 110 $, si vous voulez. Donc, on n'était pas dans le même contexte énergétique. Pourquoi est-ce que la taxe carbone est importante? Parce que si on revient à ce qu'on a vu sur la transition énergétique, on a vu que le problème de la transition énergétique, c'est investir et désinvestir. Quel est le meilleur levier pour désinvestir rapidement du fossile? C'est de renchérir le coût d'usage des fossiles sans donner l'argent aux producteurs de fossiles. Vous voyez, à l'heure actuelle, le prix des fossiles a beaucoup augmenté, tous. Le pétrole a augmenté pas mal, le gaz a encore plus augmenté, surtout en Europe. Le charbon a beaucoup augmenté. Les producteurs d'énergie fossile n'ont jamais autant gagné d'argent cette année que depuis 7 à 8 ans. Donc, on est dans un cercle infernal. Si on met une bonne taxe carbone, vous renchérissez le coût d'usage des fossiles, mais vous ne donnez pas la rente. La rente ne va pas aller aux producteurs, la rente, elle va être prélevée par l'État. C'est les gilets jaunes. Alors, après, si vous ne redistribuez pas correctement, vous allez vous exposer à quelques difficultés. C'est le troisième cas de figure qu'on va regarder tout à l'heure. Mais auparavant, on va regarder comment fonctionne le système d'échange de quotas. Le système d'échange de quotas qui
existe aujourd'hui en Europe. Et on va venir dans un instant encore le plus important système de marché environnemental au monde. Il va probablement pas tarder à être dépassé par le marché chinois. Mais c'est un marché de référence. Et ce marché s'est beaucoup inspiré du marché qui a été mis en place, du système de quotas sur le SO2 aux États-Unis à la fin des années 90. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que sinon, ce n'est pas 2 heures qu'il nous faudrait, mais plutôt 20 heures. Alors, ce que je vous propose, avant de rentrer dans le détail sur le système des quotas, juste un tout petit rappel d'économie. Ce sera la seule véritable courbe de prof d'économie, mais là, faisons un petit effort pour rentrer dans le cerveau de l'économiste. Donc, c'est une courbe classique, offre-demande. En abscisse, nous avons les émissions qui sont exprimées, par exemple, en millions de tonnes de CO2. Et en ordonnée, on va avoir les variables de prix et de coût qui sont exprimées en euros par tonne de CO2. Pour bien comprendre le système des quotas ou le système de la taxe, eh bien, on va d'abord regarder la courbe des dommages. D1. La courbe des dommages vous montre que les dommages marginaux s'accroissent avec le niveau des émissions. Et chaque quantité de CO2 supplémentaire va accroître le dommage. La courbe des coûts nous montre que, alors c'est linéaire, dans le monde réel, ce n'est pas linéaire, mais c'est beaucoup plus facile de le représenter sous forme linéaire, et c'est encore plus facile de faire des résolutions numériques quand c'est linéaire. Quand ce n'est pas linéaire, ça devient un peu plus compliqué. Et surtout, le problème quand ce n'est pas linéaire, c'est que souvent, il n'y a pas une solution unique. Les coûts marginaux d'abattement, c'est le coût de réduction d'une unité. Vous voyez, bon. Quand vous faites des réductions d'émissions, vous commencez par les moins chers. Donc, quand vous êtes à droite, vous êtes dans les premières tonnes d'émissions que vous baissez. Et puis, à mesure que vous allez progresser, ça va coûter de plus en plus cher. Donc, voilà un peu, si vous voulez, la base du raisonnement. Très simplifié, mais c'est fondamentalement la base du raisonnement. Lorsque je vais introduire, et ça va bien expliquer, répondre à la question que vous avez posée. Lorsque je fixe une taxe, je vais fixer le prix. Je vais fixer P1. Je vais décider. Alors, la question qui va se poser, c'est à quel niveau je le fixe. Les économies sont toute une boîte à outils pour le discuter. Je l'ai mise en annexe. Donc, vous verrez, il y a 15 pages d'annexe sur comment est-ce que… Parce que je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Mais en gros, les économistes ont des méthodes pour dire c'est quoi le prix qu'il faudrait. Comme ils ne sont pas d'accord entre eux, il y en a qui vous disent c'est 20 € la tonne de CO2, il y en a qui vous disent c'est 30, il y en a qui vous disent c'est 40. Bon, ils sont tous d'accord pour vous dire une chose qui est importante, c'est que vous ayez une perspective d'accroissement de la taxe. Et une fois que vous avez fixé la taxe, eh bien, les entreprises, les acteurs économiques vont changer leur calcul économique parce qu'ils vont payer le coût du CO2. Et donc, en fonction de leur courbe, de coûts marginaux d'abattement, on va arriver à un nouvel équilibre. Vous voyez, et donc, la quantité, on va arriver à la quantité Q1 d'émissions qui va dépendre de la forme de la courbe de coût d'abattement. Si j'avais une courbe d'abattement différente, lorsque je mets en place un système d'échange de quotas, je commence par fixer la quantité. Je fixe un plafond, Q. Et puis, je dis ensuite aux acteurs économiques qui sont dans ce système de quotas, une fois que j'ai fixé ce plafond, vous aurez la possibilité d'échanger des quotas. Et donc, le prix P1 va être la résultante. Je fixe la quantité et le prix va être la résultante. Et en théorie économique, si les conditions de concurrence pure et parfaite sont respectées, etc., on démontre qu'on aboutit au même résultat. Si je fixe le prix P1, compte tenu de la courbe de coûts marginaux, j'arriverai en Q1. Et si je fixe Q1, compte tenu de… Voilà, si vous voulez, la base de la doctrine. On ne va pas rentrer dans le détail, on va essayer de voir comment ça marche en vrai à partir d'un exemple de quota, à partir d'un exemple de prix. Car ensuite, la doctrine peut se complexifier beaucoup, puisque là, je suis dans un système de concurrence pure et parfaite. Je peux avoir des systèmes qui ne sont pas vraiment concurrentiels, je peux avoir des courbes qui ne sont pas linéaires, etc. Et ça, c'est le volet théorie économique qui n'est pas notre intérêt principal. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va juste, avant d'aborder notre système de quotas, regarder deux
deux illustrations qui viennent du rapport annuel de la Banque mondiale. Chaque année, la Banque mondiale produit un document qui s'appelle State and Trends of Carbon Pricing. Donc là, j'ai juste avant le cours ce matin. C'est pour ça que je vous mets les documents sur le cours où le matin, en général, je fais une petite actualisation. Là, c'est les informations qui sont dans le rapport paru en avril ou mai 2021. Ça vous représente une carte des endroits où on tarifie le carbone dans le monde. Il y a quelques années, lorsque je faisais mes premiers cours, il y avait cette même carte. En gros, l'Europe était l'essentiel de la tâche de couleur. Et puis, il y avait des petits morceaux qui traînaient. Là, vous voyez qu'aujourd'hui, l'Europe reste une zone économique où la tarification du carbone est pratiquée à très grande échelle par rapport aux autres zones. Et puis, vous voyez qu'il y a un bloc de couleur en Asie. Et le bloc de couleur en Asie, il y a deux choses vraiment très importantes. C'est ce qui se fait en Corée, ce qui se fait en Chine, sur des systèmes de marché. On n'aura pas le temps de les examiner, mais la Corée a mis en place un système de quotas sur son industrie et son énergie qui ressemble beaucoup au système européen. Et la Chine, après avoir expérimenté 7 marchés de quotas dans 5 provinces et dans 5 communes et 2 régions. Enfin, une commune, la commune de Shenzhen, c'est 70 millions d'habitants. Donc, n'imaginez pas la commune chinoise comme étant Châteauroux, si vous voulez. Après avoir fait cette expérimentation, la Chine a lancé en 2021 son premier marché national de quotas sur le seul secteur électrique sur les 3 premières années. Et puis, à la gauche, vous avez l'Amérique. Alors, lorsque vous avez des taches jaunes où il y a marqué ETS in consideration, bon, ça fait plusieurs années qu'il y a la tache jaune sur le Brésil, sur l'Indonésie. Ça ne veut pas dire que tant que c'est en considération, c'est pas... il y a quelques taxes carbone à très faible niveau au Mexique ou en Colombie, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a en Amérique du Nord. Et il y a la chose la plus importante, c'est probablement le marché commun du carbone entre la Californie et le Québec, qui est aujourd'hui le système de tarification carbone en Amérique du Nord qui est le plus avancé. Le Canada est dans une situation assez compliquée. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je peux parce que j'ai été prof invité à l'Université de Montréal pendant 2 ans. Mais bon, on n'a pas le temps de tout faire. On va se focaliser sur le système européen. Vous voyez que cette tarification du carbone, elle se met progressivement en place dans le monde. Ça, c'est justement le dernier graphique panoramique qu'on va présenter. Ça vous présente le nombre de mécanismes de tarification du carbone dans le monde. Vous voyez que ça augmente en nombre assez fortement. Et 2021 a fait un saut assez considérable à cause de l'introduction de la Chine. Mais vous voyez que on ne tarifie qu'à peine un peu plus de 20% des émissions mondiales après l'entrée de la Chine. Et encore, une très grande partie de ces tarifications mondiales sont à des niveaux de prix qui sont très faibles. Par exemple, le marché chinois, pour l'instant, vous êtes à des prix qui sont inférieurs à $10 la tonne de CO2. L'une des premières taxes carbone qui a été mise en place en Europe, c'est en Pologne. Au moment de l'effondrement du rideau de fer, on a eu une taxe carbone de 1, à l'époque, ce n'était pas des euros, mais ça reflète à peu près 1 euro la tonne. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que l'État a besoin d'argent, ce n'est pas pour réduire les émissions. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on tarifie que c'est nécessairement efficace. Alors, je vous propose maintenant de rentrer plus en profondeur dans 2 mécanismes existants qui en plus nous concernent assez directement, nous qui sommes basés en Europe. On va commencer par le système européen d'échange des quotas. Et puis ensuite, je répondrai plus précisément au type de questions que vous avez posées sur le système de taxes. Et tout de suite, à propos de la taxe, vous avez pensé gilet jaune, ce qui est effectivement un point important puisque les systèmes de tarification carbone posent des questions de distribution. Système d'échange de quotas, on va regarder 3 choses. La mécanique de base, et puis les 4 phases du marché. Et puis, vous allez voir, on va terminer par
espèce de feu d'artifice, c'est le niveau actuel du prix du quota, puisqu'on a atteint hier sur le marché européen un nouveau record à 74 € et quelques la tonne de CO2. À ce prix-là, il devient extraordinairement difficile de continuer à utiliser des fossiles à grande échelle, hein, dans l'industrie énergétique ou dans l'industrie tout court. Alors, commençons par la mécanique de base. Je tire cette illustration en gros du manuel, hein, manuel qui a été publié par la Commission européenne sur le système d'échange de quotas. Il a été actualisé, je crois, en 2020, mais ce graphique a été fait bien avant. Bon. Comment est-ce que ça fonctionne? On va prendre le cas de deux entreprises, hein. Vous avez l'entreprise A et l'entreprise B, pour lesquelles on suppose qu'on a des allocations gratuites. On suppose que les allocations sont distribuées gratuitement. Aujourd'hui, vous avez à peu près pas loin de la moitié des quotas qui sont distribués gratuitement aux entreprises industrielles. Toutes les entreprises du secteur électrique et du secteur énergétique n'ont pas de quotas gratuits. Ils doivent acheter les quotas aux enchères. Inutile de vous dire que les économistes considèrent que la bonne façon de distribuer les quotas, c'est de les mettre aux enchères et pas de les donner gratuitement. Parce que quand vous donnez gratuitement des quotas, c'est une forme indirecte de subvention aux énergies fossiles. C'est comme si je vous disais, je vous mets en place une taxe carbone, mais vous ne paierez pas la taxe carbone sur vos 50 premières tonnes, 50 c'est beaucoup pour un ménage, sur vos 5 premières tonnes de CO2. Voyez. Alors, mais néanmoins, on a démarré le système avec des allocations gratuites parce que politiquement, c'est beaucoup plus facile à faire. Il est assez facile de donner des conseils d'économistes lorsqu'on fait des cours d'économie. C'est beaucoup plus difficile d'introduire un mécanisme de tarification carbone, hein, lorsqu'on se heurte à la réalité d'un pays, à la réalité politique. Alors, c'est encore plus difficile lorsqu'on est au niveau international. Alors, comment ça fonctionne? Si on est en allocation gratuite, par exemple, vous voyez, on distribue au début de chaque année en Europe, dans le système ETS, ça se fait avant la fin du mois de février, un certain nombre de quotas gratuits. Et puis, on dit aux entreprises, vous allez pouvoir utiliser les quotas comme vous voulez, mais dans un an, vous devrez restituer autant de quotas que vous avez émis de CO2. Si vous êtes au-dessus de vos allocations gratuites, ce qui est le cas de l'entreprise B, vous voyez qu'il y a dans son nuage, hein, le gris déborde la frontière verte, vous êtes en situation de dépassement. Hein. C'est-à-dire que vous avez reçu des allocations gratuites, mais vous avez émis plus que votre quota. On va dire que vous êtes court sur le marché. Si vous êtes l'entreprise A, eh bien, vous avez, soit parce que vous avez été servi trop généreusement, soit parce que vous avez fait des efforts de réduction, vous avez des émissions observées qui vont être inférieures. Le système, si on avait juste une réglementation, vous voyez, on aurait une certaine rigidité. Là, le système de quotas va permettre de transférer les quotas de l'entreprise B à l'entreprise A. À quel prix? Eh bien, tout va dépendre de la rareté qui a été mise dans le système. Si vous avez un plafond qui est extrêmement contraignant, vous aurez beaucoup d'entreprises qui seront courtes et très peu d'entreprises qui seront longues, le prix va monter. Les 74 € dont vous parliez, ça n'a rien à voir avec ça. Si, c'en est l'illustration. Je vous expliquer pourquoi tout à l'heure. C'est pas en global. C'est global. Si, c'est globalement. Global. Hein, le marché européen, il est global. Là, pour l'instant, on est sur le mécanisme. Hein, mais le marché européen du CO2, c'est probablement le seul marché qui a été mis en place directement à l'échelle à l'époque, on n'était pas 27, hein, mais à l'échelle de l'ensemble des pays. C'est-à-dire que tout intervenant, même le marché de l'euro, il n'est pas totalement européen, puisqu'il y a la zone euro et la zone non-euro. Sur le marché des quotas de CO2, tout opérateur peut acheter des quotas et vendre des quotas sur l'ensemble du périmètre européen. Et les obligations et les règles sont les mêmes pour tous les acteurs. Des quotas qui s'achètent sur les marchés financiers? Alors, le quota,
On va y arriver. Donc, ça c'est le mécanisme de base. Depuis 2012, une partie croissante des quotas est mise aux enchères. Alors, il est mis aux enchères par qui? Par les États. Et le produit des enchères va évidemment alimenter les États. Suivant une clé de répartition qui est une clé de répartition qui, en gros, donne plus de revenus d'enchères dans les pays où on émet plus de CO2. C'est pourquoi le produit des enchères est par exemple beaucoup plus élevé en Allemagne qu'en France. Ce produit des enchères va ensuite pouvoir être réutilisé pour différents usages. Et la réglementation européenne, je ne vais pas rentrer dans le détail, va contraindre les États à utiliser au moins la moitié du produit de leurs enchères pour de la politique climatique, en théorie. Alors, les enchères sont, comme les transactions, se font sur des marchés organisés. Il y a, je ne vais pas rentrer dans les détails, le principal marché organisé sur les enchères, c'est le marché EEX, qui est le marché de la bourse allemande de l'électricité, qui fait maintenant, surtout depuis que les Anglais ont quitté le système, avant vous aviez une partie qui se faisait à Londres, une partie qui se faisait sur le marché allemand, maintenant c'est sur le marché EEX que se fait la mise sur le marché par les enchères, avec des règles qui sont pas très éloignées des règles de mise aux enchères, par exemple des bons du Trésor. Parce que vous avez quand même énormément de règles pour pas qu'il y ait de délits d'initiés, des choses comme ça. Donc les enchères se font tous les mercredis, tous les 15 jours. Vous pouvez voir ça sur le site EEX. Et des problèmes, oui, oui, alors, mais pas sur les enchères, je vais y venir tout à l'heure. C'est quand même dommage qu'on ne retienne sur ce marché que les conneries, comme tu dis, qui sont en fait qui sont des crimes, qui sont de la piraterie. Alors, je vais y revenir dans un instant. Sur ce marché, vous avez donc lorsqu'on met aux enchères les quotas, c'est un marché primaire, comme un marché du bon du Trésor. Et ensuite, vous avez un marché secondaire, et donc c'est ce que tu appelles le marché financier. Le marché secondaire est le marché sur lequel on échange des quotas. Donc, on peut échanger des quotas comptants. Dans ces cas-là, on aura un indicateur de prix qu'on appelle le prix au comptant. On utilise souvent la formule anglo-saxonne, le prix spot. Et puis ensuite, on a des contrats à terme. Pourquoi est-ce que les contrats à terme sont importants? Parce que les gros opérateurs énergéticiens, par exemple les compagnies électriques, lorsqu'elles ont un contrat de vente de l'électricité, elles couvrent leur prix avec le prix du quota. C'est-à-dire que lorsque, si vous l'achetez, les particuliers n'achètent pas l'électricité à terme. Et si vous êtes, par exemple, une entreprise qui avait besoin d'électricité pour fonctionner, c'est quand même assez dangereux d'acheter votre électricité au comptant, surtout que le marché électrique est très fluctuant. Donc, vous achetez de l'électricité à terme pour couvrir contre les variations du prix. Et les opérateurs, les grands opérateurs, EDF, EON, tous les grands opérateurs électriques, couvrent également le quota sur le marché à terme pour connaître à l'avance le prix du quota. Ce dispositif, il couvrait au démarrage à peu près 10 000 installations. Maintenant, il en couvre un tout petit peu plus. Les principaux secteurs couverts, c'est l'énergie, essentiellement le secteur électrique et la production de chaleur, qui à lui seul représente pas loin de la moitié des émissions couvertes, sous-couvertes. Le raffinage. Le raffinage est couvert, mais pour uniquement les émissions en raffinerie, pas les émissions qui vont être faites sur les carburants qu'on va utiliser. Et puis, l'industrie lourde, les trois principaux secteurs, c'est dans l'ordre l'acier, le ciment et la chimie. En France, les deux installations qui émettent le plus de CO2, c'est les deux hauts fourneaux de Fos et de Dunkerque. En Pologne ou en Allemagne, les plus grosses installations émettrices, ce sont des grosses centrales électriques qui fonctionnent au charbon, pire au lignite. La plus grosse installation qui émet du CO2, qui est dans le régime des quotas encore en Europe, c'est une installation industrielle, une installation électrique à Łódź, en Pologne, en Silésie, qui émet à elle seule encore, alors maintenant ça a baissé, mais ils sont encore au-dessus de 20 millions de tonnes de CO2 par an. Donc c'est un truc énorme, si vous voulez. Et c'est une installation qui a été construite à la fin de l'ère soviétique.
L'installation, elle est sur la mine. C'est-à-dire que vous allez chercher le charbon dessous et vous intégrez totalement. Donc, c'est très difficile hein, de reconvertir des génies comme ça. Il y a différentes voies de reconversion. D'abord, on peut améliorer l'efficacité. Dans ces cas-là, on fait un peu comme on faisait autrefois sur les moteurs thermiques. Hein, on réduit un peu les émissions. On peut faire de la substitution partielle ou totale en substituant à du charbon de la biomasse. Mais alors, le problème, c'est de trouver assez de biomasse, hein, parce qu'il en faut une sacrée quantité de biomasse. Les Anglais ont été les plus rapides à faire cette transformation, puisque le Royaume-Uni, qui était dans le système du marché européen jusqu'au Brexit, hein, qui était un très bon élève hein, du marché européen, ont reconverti de très, très grosses centrales thermiques au charbon qui fonctionnent maintenant, soit la biomasse, soit ont été fermées. Soit elles fonctionnent à la biomasse, soit elles ont été fermées. Mais elles ne peuvent plus fonctionner avec le niveau du prix du CO2 parce que le Royaume-Uni a en plus mis un prix plancher sur le système. Donc, vous voyez, le système, il a comme vertu économique, vous voyez, de donner un prix au CO2 et de permettre cette flexibilité qui va faire que ce sont les entreprises où c'est le moins coûteux de réduire hein, qui vont réduire le plus et qui vont pouvoir revendre leur surplus de quotas aux autres. Donc, pourquoi est-ce qu'un système de tarification carbone est intéressant? Parce que du point de vue économique, il va réduire le coût de la réduction puisqu'il va faire les réductions d'émissions là où elles sont les moins chères. Et qu'on soit en système de taxes ou en système de quotas, c'est le même mécanisme. C'est toujours on va réduire d'abord là où le coût marginal de réduction est le moins cher. Alors, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, et probablement pour répondre à la question que vous allez me poser, on va regarder l'évolution. Ah ben, Christophe nous rejoint. Bonjour Christophe, on est ravis de t'accueillir malgré l'heure un tout petit peu avancée. Alors, on va regarder les 4 phases, mais vous aviez une question peut-être, vous la reposer ou pas? Je vois que ces systèmes couvrent 40% des émissions. Oui. Est-ce que vous pensez que la réglementation va s'élargir beaucoup plus loin? On va y revenir exactement, puisque c'est la question, c'est ce qui est en projet avec la phase 4. Alors, bon, les phases 1 et 2, on ne va pas trop revenir sur le passé. Hein. Ça a été une époque héroïque, hein, puisqu'on a lancé ce marché en 2005. On avait très peu d'informations hein, sur la situation dans tous les pays. Moi, c'est le moment où j'ai le plus investi hein, de mon temps là, sur ces questions-là. Bon. Il y a eu un déséquilibre du marché et des fraudes à la TVA qui sont intervenues, non pas en 2019, comme c'est malencontreusement indiqué sur ce graphique que je vais corriger, c'est apparu en 2009. Il y a eu des fraudes à la TVA qui ont été massives, hein, puisqu'on estime qu'elles ont atteint plusieurs milliards d'euros, peut-être même jusqu'à 10 milliards, et elles ont été les plus importantes entre la France et la Belgique. Donc, mais ça a été traité en pénal. Hein. En plus, derrière, il y a eu c'est vraiment des pègres, comment dire, des pirates hein, qui se sont mis là-dedans. C'est quoi une fraude à la TVA? C'est un mécanisme bien connu c'est pas le marché carbone qui a inventé ça. C'est lorsqu'on ne paye pas la TVA sur les exportations. Donc, lorsque vous faites une exportation sur le marché européen, si vous êtes vraiment bien organisé, on a commencé à faire ça beaucoup avec des téléviseurs, puis ensuite avec des portables, vous faites une exportation hors taxe, vous arrivez dans le pays, vous vendez le truc avec la TVA, vous encaissez la TVA, vous disparaissez. Il faut aller vite, hein, parce que... Mais qu'est-ce qui circule plus vite qu'un quota de CO2 sur un registre? C'est la vitesse de la lumière. C'est instantané. Vous voyez, bon. Donc, il y a un système massif de fraude. Ça n'a pas été une fraude au carbone, ça a été une fraude à la TVA, hein, qui a énormément perturbé le marché, qui a même disqualifié un peu le marché dans les opinions publiques. Bon. Et pourquoi est-ce que cette fraude a été si facile? Parce que lorsqu'on a créé le marché du carbone en 2005, il y avait en grande partie des gens qui connaissaient plus l'environnement que le fonctionnement des marchés. Et donc, on voulait ouvrir ce marché à tout citoyen. C'est dans la directive au démarrage. On disait que, moi je me souviens quand on participait à la création de ce marché, on disait, tout citoyen, vous pouvez ouvrir un compte sur un registre à la Caisse des dépôts. Hein. Et à l'époque, il y avait très peu de contrôle. En France, alors, ouvrir
un compte sur le registre en Pologne, là, il n'y a rien de plus facile. Bon, donc, on a laissé rentrer beaucoup de gens qui ont manipulé ce marché en 2009. Ce point a été réglé. Et maintenant, on l'a réglé d'une façon très simple, c'est qu'on a supprimé la TVA sur les quotas. Donc, on ne peut plus faire de fraude à la TVA parce qu'il n'y a plus de TVA sur les quotas qui sont considérés maintenant comme un produit financier et pas comme un produit physique. En gros, phase 1, on tâtonne. Phase 2, il s'agit d'atteindre les objectifs du protocole de Kyoto, puisque 2008-2012, ce n'est pas par hasard. Hein. C'est la première phase de conformité du protocole de Kyoto. Phase 3, 2013-2020, il va s'agir d'atteindre les objectifs du paquet énergie-climat de 2008 qui visait à réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020. C'est 3 fois 20. 20% sur les émissions, 20% sur l'efficacité énergétique, 20% sur les énergies renouvelables. Pour la phase 3, on réforme un peu le marché. Les enchères apparaissent sur le secteur électrique. Avant, elles étaient l'exception. On fait une inclusion partielle de l'aviation, mais comme on n'est pas capable de résister aux pressions chinoises et américaines, on ne fera que les vols infra-européens. On ne mettra pas les vols au départ de l'Europe vers le reste du monde. Et puis, on va mettre en place, on va supprimer la possibilité d'utiliser des crédits carbone, comme il y avait possibilité entre 2008 et 2012 sur ce qu'on appelle les offsets de Kyoto. Si vous regardez bien ce graphique, ayez en tête que jusqu'en 2020, en réalité, les contraintes sur le plafond ont été faibles. Et ce point est fondamental. Un système de quotas qui fonctionne, ce n'est pas un système qui distribue les droits à émettre, c'est un système qui commence par plafonner. Et si votre plafond n'est pas assez élevé, c'est comme quand vous mettez en place une taxe carbone à 1 euro en Pologne. Et pourquoi est-ce que ce système a été peu contraignant? Bon, la phase 1, c'était une phase de test. Quand vous êtes dans une phase de test, c'est comme quand vous lancez une taxe carbone. Si vous voulez démarrer la taxe carbone à 70 euros, elle ne passera jamais. Donc, le choix, ce n'est pas entre 70 et 0. Hein, c'est plutôt entre 7 euros et bon. La phase 2, 2008-2012, la vérité, c'est que le protocole de Kyoto n'a pas été véritablement contraignant. Pour différentes raisons. L'une des raisons, c'est qu'on a distribué énormément de quotas dans les pays d'Europe de l'Est et la Russie. Or, durant la période, il y a eu l'élargissement à la Pologne, la Roumanie, tous ces pays-là ont amené beaucoup plus de quotas que de plafonds. Et puis, il y a les fameux crédits Kyoto hein, qu'on pouvait utiliser sur la phase 2 jusqu'à hauteur de 13% de sa conformité. Donc, on a été très vite en surplus de quotas. La phase 3, l'objectif de 20%, il était contraignant. Ben, si vous regardez les chiffres, vous verrez qu'il a été atteint en 2013. Car contrairement à ce qu'on dit, l'Europe a toujours atteint ses objectifs climatiques. Le problème, c'est qu'elle avait des objectifs climatiques qui n'étaient pas suffisamment ambitieux. Vous voyez bon. Donc la phase 4, sur laquelle on va s'attarder un tout petit peu plus, qui démarre en 2021, elle a démarré avec un objectif de réduction d'émissions qui était à moins 40%. C'était l'objectif de réduction d'émissions que l'Union européenne avait retenu au moment de la négociation de l'accord de Paris. Si vous avez bien suivi le cours, vous vous souviendrez que la contribution nationale déterminée de l'Union européenne déposée aux Nations unies en 2015, c'était moins 40% sur l'ensemble des gaz à effet de serre. Et puis, il y a eu les élections européennes en 2019 ou 2019. Un changement quand même assez important avec une poussée très forte hein, de tous les mouvements verts. La nouvelle Commission européenne, la pression croissante hein, de la société civile sur le changement climatique. Bref, on passe l'objectif de réduction des émissions de l'Union européenne de moins 40% à moins 55%. Et cette décision, elle est officialisée par le Conseil, ce qu'on appelle le Conseil européen, c'est le Conseil des chefs de gouvernement ou des chefs d'État, suivant les cas, hein, puisque dans certains cas, c'est un chef le véritable pouvoir, c'est le chef du gouvernement et pas le chef de l'État. Dans tous les pays où il y a souvent encore un monarque un peu, comment dire, ou même en Allemagne, le chef d'État, ce n'est pas le chancelier, hein, c'est le président. On fait cette démarche en décembre 2019 et c'est ce qui va
faire très fortement remonter le prix du quota, parce que là, on a véritablement créé de la rareté. Ce qui est très important, c'est que le passage à moins 55%, ce n'est pas une feuille de papier à cigarette. Je pense qu'on ne s'en est pas encore rendu compte, hein, si vous voulez. Et c'est très frappant de voir dans le débat politique, hein, on n'a pas encore intégré ce que signifie passer à moins 55% d'émissions. C'est pas du tout, c'est pas du tout un changement incrémental, comme on dit. Hein, c'est vraiment bon. C'est en moins de 10 ans, parce que 2030, on va bientôt être en 2022. Hein. Et la réforme, alors, faut pas que j'en ai ma veste parce que j'ai oui. C'est pas grave. Donc, pour atteindre ce moins 55%, la Commission prévoit 3 grandes réformes sur le marché des quotas. Ces 3 réformes, dans le meilleur des cas, seront opérationnelles en 2023. Je dis dans le meilleur des cas parce que le processus de décision en Europe, il est compliqué. Il y a 27 pays. Maintenant, il n'y a plus les Anglais. Il y en a d'autres qui peuvent un peu compliquer les choses quand même. Puis sur les UTS, les Anglais ont toujours été très moteurs, hein, si vous voulez. Il y a... Oui. Voilà. Et puis surtout, le système de quotas est assez anglo-saxon dans la démarche. Le système européen est compliqué dans la prise de décision parce que maintenant, il y a un vrai Parlement européen. Et on ne peut autrefois, en gros, la Commission avait beaucoup plus de latitude pour mettre en place, et maintenant, ce n'est plus comme ça. Tous les règlements, toutes les directives se passent devant le Parlement européen. En réalité, le Parlement européen, c'est un peu comme le Sénat, ça a plus le pouvoir de ralentir les choses, de les infléchir, pas vraiment de... Mais, bon. Donc, il y a 3 réformes très importantes qui sont en place. Première réforme très importante, c'est le resserrement du plafond. Je ne rentre pas dans les détails, mais tous les opérateurs qui sont sur le marché savent que le plafond va diminuer beaucoup plus rapidement qu'antérieurement. Il y a un coefficient de baisse du plafond chaque année qui va passer au-dessus de 4% par an, alors que jusqu'à présent, on baissait de moins de 2% par an. Donc là, il y a une pression directe sur le marché. C'est cette pression directe qui va faire remonter le prix. Je vous montrerai la courbe dans un instant. C'est peut-être pas la réforme la plus... Cette réforme, elle est évidente. Hein. Qu'est-ce que c'est que le système des quotas? Le système des quotas en Europe, c'est qu'on a mutualisé en réalité une partie de l'objectif climatique. Et on le dit, les gouvernements n'aiment pas trop le dire parce que c'est pas très... c'est pas très parlant finalement, mais la vérité, c'est qu'une partie des objectifs climatiques de la France dépendent de ce que va faire l'Allemagne, de ce que va faire la Roumanie, de ce que va faire la Pologne, hein, sur toute la partie industrie énergétique. C'est mutualisé puisqu'on a un marché, on échange les réductions d'émissions. Donc, si un pays est exemplaire et si les 25 autres ne le sont pas, ça va pas le faire. Donc, ça, c'est le premier point. Il est très important pour toute la partie industrie et surtout secteur électrique. Pourquoi est-ce qu'il est très important? Parce que, vous le voyez, à l'heure actuelle, il y a des masses considérables d'émissions qui peuvent être réduites si on accélère la sortie du charbon dans la production d'électricité. L'Allemagne vient de décider, avec son gouvernement, de sortir en 2030 au lieu de 2038. Ça, c'est assez énorme. La Pologne n'en est pas encore là, mais aujourd'hui, tous les opérateurs économiques se rendent compte que ça devient strictement impossible de continuer à produire de l'électricité avec le prix du quota à 70 € passé, si vous voulez. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet est ce qu'on appelle le mécanisme d'inclusion aux frontières et la suppression de la gratuité des allocations. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la taxe carbone à la frontière ou du mécanisme d'inclusion à la frontière. C'est le grand projet de la Commission européenne sur les secteurs comme l'acier, comme le ciment, comme les engrais, ensuite comme la chimie, qui sont les secteurs lourds sur lesquels on continue à distribuer gratuitement des quotas. Et pourquoi est-ce qu'on distribue gratuitement des quotas? Parce que ces secteurs sont en compétition au plan international. Et donc, ils ne cessent d'expliquer, à tort ou à raison, bon, moi, les dossiers que j'ai examinés de très près, mais je suis tenu à une certaine
réserve sur ces questions-là me laisse penser que très souvent, c'est du chantage politique. Mais bon. Après, bon, il y a des cas où ce n'est pas du chantage politique. Mais la vérité, c'est que ces secteurs sont dans un système de concurrence internationale. Et donc, l'une des façons de réduire leurs émissions, c'est de diminuer la production en Europe et d'augmenter la production en dehors de l'Europe. Souvent, ces mêmes industriels ont des usines en Europe et des usines en dehors de l'Europe. Hein. Comme c'est des Lafarge, des Arcelor, inutile de vous dire que c'est des entreprises multinationales. Bon, donc, pourquoi est-ce qu'on conserve cette gratuité des quotas? Parce que c'est une forme de protection des industriels. Les industriels continuent à avoir des quotas gratuits parce que ça les protège contre la concurrence internationale. Mais vous voyez que c'est très négatif parce que, du coup, le coût du CO2 n'est pas répercuté dans le prix. Et du coup, ça affaiblit le mécanisme. Donc, la Commission travaille depuis quelques années sur ce qu'on appelle un mécanisme d'inclusion aux frontières qui consiste tout simplement à inclure les importations dans le système. C'est logique, mais ce n'est pas très facile à mettre en place. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est logique, ça veut dire que désormais, à partir de 2023, dans une phase assez graduelle, hein, que votre tôle d'acier, quand vous êtes par exemple dans l'industrie automobile ou le rond de béton, lorsque vous êtes dans le béton, que votre tôle d'acier ou votre rond de béton soit produit en Europe ou soit produit à l'extérieur de l'Europe, il va payer le coût du quota CO2. Donc, on va mettre à égalité l'industriel en Europe et le fournisseur international. La difficulté, c'est que on ne va pas mettre ça sur tous les produits. Et donc, la difficulté, c'est qu'on risque, du coup, d'avoir des produits transformés qui vont perdre en compétitivité. Si vous voyez, si je prends l'exemple de l'automobile, hein, qui est probablement l'un des plus… Aujourd'hui, bon, on ne construit pas beaucoup de voitures sans utiliser l'acier. Hein. À une époque, on pensait mettre plus d'aluminium. Il y a même quelques voitures qui ont été faites entièrement en plastique, mais je crois que je suis Citroën à un moment. Bon. Mais en gros, pour faire de la voiture, il faut de l'acier. Hein, bon. Si vos tôles d'acier augmentent en Europe, il faudrait logiquement intégrer le coût de l'augmentation de la tôle dans les véhicules qu'on va importer, les produits finis. Bon, ce qu'on ne va pas faire. Oui. Donc, il y a un petit risque de… Donc, il faut faire très attention sur ces phénomènes indirects. Et l'acier, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est la chimie. Parce que la chimie, on n'arrête pas d'importer et d'exporter des produits. Donc, ce mécanisme, il est logique, comme vous dites, mais il n'est pas sans difficulté industrielle, et donc il faut le mettre en place progressivement. C'est ce qu'on va faire. On va commencer effectivement par le ciment, où là, il y a moins de problèmes, par l'acier et par les engrais. Et les engrais, inutile de vous dire que les agriculteurs… Moi, demain matin, j'ai une conférence où il y aura à peu près 3/4 de représentants du monde agricole. Eux, ils ne voient pas ça d'un bon oeil, hein, d'augmenter le prix des engrais. Bon. Donc, c'est des choses assez compliquées à gérer, mais ça, c'est un point important. Ce qui est très frappant, c'est que politiquement, ça paye. Si vous regardez tous les candidats, moi j'ai fait un petit travail pour la Fabrique de l'écologie, donc j'ai regardé ce que disaient les candidats sur la taxe carbone. Il n'y en a aucun qui vous parle de la taxe carbone domestique, hein, si vous voulez. Aucun. Bon. La taxe carbone aux frontières, oui, ça, ils sont tous pour. Parce qu'ils font croire que c'est les Chinois et les Indiens qui vont payer. C'est complètement faux. Évidemment, c'est nous qui allons payer. Mais politiquement, ça se vend bien. Parce qu'il y a une petite connotation protectionniste. Il y a une petite connotation encore plus malsaine qui est que peut-être les difficultés viendraient des autres, et plutôt des gens qui ne sont pas comme nous, hein, vous voyez, soit ils ont les yeux tirés, soit… Bon, bref, non, mais ça joue. Hein, bon. Donc là, il y a un peu il y a une vente politique de cette taxe carbone qui est très dangereuse et très malsaine. Oui, bon. Mais ça fait partie quand même des grandes réformes, et le véritable intérêt, c'est qu'il y a une possibilité de supprimer ou de réduire les allocations gratuites, et deux, il y a peut-être une possibilité d'inciter d'autres pays à tarifer le carbone. Et c'est comme ça que le présente la Commission. L'objectif, ce serait bien, et ça répond à votre question tout à l'heure, l'objectif serait bien, à partir du moment où on fait un prélèvement à l'importation, de dire au pays, mais votre intérêt serait peut-être que vous mettiez, vous aussi, un système de tarification carbone à l'extérieur, et pourquoi pas qu'on rattache nos systèmes. C'est ça le véritable objectif.
Et on le présente du point de vue de la Commission comme étant un objectif de lutte contre les fuites de carbone. Le troisième volet de la réforme en cours, dans le cadre de la phase 4, c'est l'élargissement du marché. Et là, ça répond exactement à la question que vous avez posée tout à l'heure. L'élargissement du marché comporte un volet transport internationaux. Le volet transport international, c'est que la Commission projette, je ne sais pas très bien comment ils vont faire, de réintégrer le transport international, c'est-à-dire les vols entrées et sorties de l'Europe. Pour l'instant, il n'y a que les vols à l'intérieur de l'Europe qui sont dans le système. Et puis, les bateaux. N'oubliez jamais que la totalité des transports par bateau émet plus de CO2 que la totalité des avions. Je parle avant l'effet Covid. Parce que l'effet Covid a accentué ça. Comme les bateaux ont plutôt une bonne image écologique, ils font moins l'objet de pression militante. Mais les bateaux sont probablement, dans les utilisateurs des moteurs à combustion, les pires des élèves, parce que c'est franchement les pires carburants que vous trouvez, c'est vraiment les carburants sur les bateaux. Donc là, ça c'est le premier volet externe, mais le volet le plus important, c'est que la Commission a un projet d'élargir le système de tarification du CO2 aux émissions du transport terrestre, la voiture, les camions, les engins de travaux publics, à l'usage des bâtiments et à toutes les petites installations qui ne sont pas dans le système. Et si elle fait ça, ça veut dire qu'elle tarifiera l'ensemble des émissions qui sont liées à l'usage des énergies fossiles. Alors, ça pose plein de problèmes. Premier problème, c'est que la France est contre. L'Allemagne est pour. La France est contre, et une partie des ONG est contre. Effet gilet jaune. Effet gilet jaune. Bon. Donc, on va voir comment ça va se passer. Bon, moi, je vous dis tout de suite que je milite pour ça depuis le début, si vous voulez. Mais, bon. Je ne suis pas représentatif. Moi, je suis un petit intellectuel dans mon coin. Bon. Donc, ça, c'est important. Bon, la Commission est évidemment consciente. Donc, elle prévoit de coupler cet élargissement du marché à un fonds social dont les règles détaillées ne sont pas encore précisées, mais qui redistribuerait au moins la moitié du produit des enchères financièrement vers les ménages les plus affectés. Après, on ne sait pas du tout à l'heure actuelle comment ça se passerait, tout simplement parce que la prérogative de redistribution sociale ne fait pas partie des prérogatives historiques de l'Union européenne. Ça fait partie de ce qu'on appelle la subsidiarité, la politique. Bon, donc, oui, c'est compliqué, mais on est dans une phase d'accélération incroyable. Bon. Et pour terminer sur ce système d'échange de quotas, je vous propose, avant de vous passer la parole, traditionnellement au milieu de la séance, s'il y a des questions qui se posent, on peut les poser. Voilà, si vous voulez, le graphique du prix de la tonne de CO2 sur le marché européen. C'est le prix au comptant. Donc, contrairement à ce que souvent les gens croient, le prix au comptant il est plus volatile que le prix à terme. Les prix à terme sont moins volatiles que les prix au comptant. Mais c'est le prix au comptant depuis le démarrage du marché. Vous voyez que ce prix a été à zéro à la fin de la première période, tout simplement parce qu'on n'avait pas le droit de garder les quotas pour la période suivante. Comme le marché était globalement long, à la fin, on a terminé à zéro. Vous voyez qu'il y a eu une longue période entre 2010 et 2017 où le marché a été inférieur à 10 € la tonne, à ce prix-là. Je ne peux pas dire que 6 €, ce n'est pas zéro, si vous voulez, quand vous gérez. Surtout quand vous gérez. Parce qu'il faut bien voir que vous avez des gros opérateurs, c'est plusieurs centaines de milliers, voire des millions de tonnes qu'ils ont. Donc, quand vous gérez les fourneaux de Fos, ce n'est pas rien quand même. Bon. Mais changement total de décor à partir du moment où, en décembre 2019, le Conseil européen décide de passer à moins 55%. Et là, on est sur
un point. Bon, les anticipations des acteurs sont plutôt que, effectivement, un prix du quota qui converge vers les 100 € n'est pas du tout inimaginable. Et c'est rigolo, ça correspond à peu près aux préconisations des économistes. Vous voyez, moi, quand on me demande c'est quoi le prix du quota qu'il faudrait, je dis, vous savez, il faut démarrer aujourd'hui vers un prix minimum qui est de l'ordre de 40-50, il faut aller vers 100. Et je ne dis pas ça au hasard. Hein. Je dis ça parce que, d'une part, je connais des études qui ont été faites, qui sont des études beaucoup plus compliquées avec des modèles, et surtout, je sais qu'à 100 € la tonne, on ne brûle plus de charbon. Ou plus exactement, quand on en brûle, on perd de l'argent. Et deux, je sais que 100 €, c'est le prix qui, d'ici quelques années, rend compétitif l'hydrogène vert. Et donc, je pense que c'est les deux repères qu'il faut avoir, si vous voulez. Vous voyez, c'est à partir de quel moment on sort le charbon, et à partir de... Alors, ça ne veut pas dire qu'on va le sortir à 100%, parce que probablement, ça se fera plus lentement, et c'est le prix à partir duquel l'hydrogène vert devient compétitif par rapport à l'hydrogène qui est produit par les hydrocarbures, et principalement le gaz en Europe. On ne produit pratiquement pas d'hydrogène à partir de charbon en Europe. Donc, on est dans cette phase d'accélération. C'est pour ça que c'est tellement passionnant de travailler sur ces questions climatiques et surtout sur cette stratégie européenne qui, je dois dire, moi je suis un peu effaré du fait qu'on ne se rend pas compte à quel point l'Europe est moteur sur cette question du climat et à quel point, si vous regardez l'évolution des émissions en Europe par rapport aux autres zones du monde, il n'y a aucune autre zone du monde qui diminue ses émissions au rythme auquel le fait. Bon. Et l'idée que l'empreinte carbone ne diminue pas parce qu'il y aurait des importations, non, elle est fausse. L'Europe, effectivement, est dans une phase où on est dans une déconnexion partielle entre la croissance économique et la baisse des émissions. On ne fait pas assez. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je n'ai pas dit qu'on faisait assez, mais je pense qu'il faut arrêter de présenter les questions climatiques comme si en Europe, on ne faisait rien. Parce que franchement, il n'y a rien de plus décourageant pour les gens qui se bougent. Hein, Voilà, si vous voulez, sur le système EUTS, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je vois qu'il y a même, comme ça s'allume là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a posé une question. C'est qui ça? Industrie, qu'est-ce que je fais? Ah oui, oui. Ah, pardon. Alors, William, vous nous entendez? William, branchez votre micro si vous êtes en ligne. Bonjour William, fidèle parmi les fidèles. Hein? Bon, j'espère qu'un jour on se verra en vrai, mais je ne crois pas, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Vous êtes où là? Là, je suis sur Nîmes. Sur Nîmes, bon. Alors, j'espère qu'il fait moins froid à Nîmes qu'ici, parce qu'ici, il ne fait pas chaud. Ce système de quotas et plus largement du marché carbone semble juste au plan théorique s'il a visé baisse d'artisanat, mais son application dérive souvent dans un jeu mercantile. OK. Ouais. Alors, déjà, je vous arrête tout de suite. Sur le marché européen, il n'y a aucune possibilité depuis 2012 d'introduire le moindre système, le moindre crédit de compensation, hein, le moindre nouveau crédit de compensation est pratiquement plus ancien. Et le marché européen n'a jamais admis les crédits au titre de la forestation, de la déforestation. Donc, bon, ne croyez pas que je sois, comment dire, je ne suis pas l'agent commercial du système EUTS, hein, mais c'est dans la réglementation. Ce système, alors, attendez, je continue. Ce système de quotas au marché carbone ne dispense-t-il pas l'industriel d'énergie fossile d'options plus drastiques vu l'accélération? Oui. Alors, bon, là, vous posez les... Alors oui, vous voudriez faire les quotas individuels, les cartes quotas, c'est ça? Peut-être, ce sont certaines propositions au Royaume-Uni, je crois. Oui. Non, mais il y a même aussi tout un... J'ai des amis qui sont dans une ONG, ils préconisent, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est là des quotas individuels. Alors écoutez, est-ce que le système est ambigu?
Je pense qu'il subsiste de grandes imperfections. Pour moi, la plus grande imperfection, c'est les quotas gratuits. C'est vraiment la plus grande imperfection, si vous voulez. C'est que si vous voulez vraiment taper dans le dur, il faut arrêter de distribuer. Les quotas gratuits, pour moi, sont une subvention aux énergies fossiles. Bon. Le phénomène de financiarisation du système, je suis très sceptique sur le fait que les financiers manipuleraient ce système. Il y a eu récemment un rapport de la Banque centrale européenne à qui on a demandé de regarder le fonctionnement du système ETS. Ils n'ont détecté aucun signe de manipulation ou de spéculation. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais je pense qu'ils auraient… Bon, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2005, depuis le démarrage du marché, j'ai toujours trouvé une corrélation extrêmement importante entre les décisions de l'Europe en termes de fixation du plafond et le niveau du prix. Pour moi, c'est ça la base. Voilà. Donc, probablement, je dirais, pour répondre à votre question, mais encore une fois, je reconnais que je ne suis probablement pas objectif parce que moi, j'ai beaucoup investi hein, dans ce marché, mais je pense que c'est un peu comme la démocratie. Hein, c'est-à-dire que ce système est peut-être le pire des systèmes, mais après tous les autres, hein, si vous voulez, parce que est-ce qu'on a un système qu'aujourd'hui les 350 millions de citoyens européens accepteraient? Je ne sais pas. Il faut savoir que d'un point de vue politique, la gestion de ce système est toujours extraordinairement compliquée parce que vous avez en gros les pays d'Europe de l'Ouest et vous avez tous les pays de nouvelle accession en Europe de l'Est qui freinent des cas de fer. Oui. Et déjà, arriver à ce que la Pologne ne soit pas sortie du système avec un prix du CO2 à 70, c'est énorme. Alors, on le paye. Hein. On le paye parce que dans la négociation, il y a pratiquement une négociation climatique interne à l'Europe. Hein. Et on le paye en transfert financier. Hein. Ce qu'on devrait faire au niveau international. Mais c'est pour moi, en tout cas, un outil qui fait référence au plan international et le seul critère à mes yeux, c'est l'évolution des émissions. Regardez les émissions en Europe et regardez les émissions partout dans le reste du monde. Et je ne parle pas uniquement des pays émergents, hein. Je parle, regardez l'Australie, regardez les États-Unis, regardez le Canada, regardez… Il faut aussi intégrer les importations. Oui, mais si vous intégrez, je viens de faire un papier là-dessus, si vous intégrez les importations, vous n'avez pas… vous avez une baisse des émissions territoriales depuis 2005 en Europe qui se fait à un rythme à peu près équivalent à celui de l'empreinte carbone. Parce que quand on arrête de produire de l'électricité avec du charbon dans un pays, lorsque, par exemple, hier, j'étais avec les déshydrateurs de Luzerne qui ont utilisé le mécanisme du système de quotas pour supprimer leur four à gasoil et au charbon. Ils n'ont pas fermé leur four, ils n'ont pas délocalisé. Hein. Donc, je pense que ce système a quand même pas mal de vertus, même si je ne veux pas dire qu'on est parfait, loin de là, hein, et il faut faire plus. Mais je pense que ce système est vraiment une référence très importante et qu'on en sous-estime la vertu. Oui. Pardon, je crois que alors, non, allez-y, non. Vous avez fait allusion au passage à tous les transports terrestres, etc., qui allaient se faire dans quelques… C'est quand la décision de passer tout ça? Alors, comme je l'ai dit, la prise de décision en Europe est lente. Donc, elle est plus ou moins lente suivant les 3 points. Sur la baisse du quota existant 2023 et la dernière échéance, sur le transport terrestre, ce que prévoit dans un premier temps la Commission, c'est de mettre en place un deuxième système de quotas qui sera rattaché ensuite au système principal. Pourquoi est-ce qu'elle prévoit ça? Parce qu'elle ne veut surtout pas prendre le risque que l'inclusion directe des systèmes terrestres et
bâtiment ne risque de remettre en cause le fonctionnement du… Donc, si ma mémoire est bonne, ce n'est que vers 2028 que les deux systèmes se rejoindraient. Mais je n'ai pas la réglementation intégralement. Dernière question, on va dire. C'est au niveau plus microéconomique de nos industries propres, alors industrie des médias et de la culture. Il y a des gros enjeux de filière et aujourd'hui, on a une filière qui n'est pas très mobilisée sur le sujet. Or, je ne vois pas, on a des consommations carbone évidemment assez fortes. Donc, soit on est sensible au sujet, on arrive à mobiliser les équipes, les énergies pour bouger, soit sans réglementation, c'est très difficile de bouger et on est interdépendant. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de cette extension qu'on vient de voir sur des industries majeures qui consomment la moitié du CO2, il peut y avoir, dans l'horizon à court terme, des évolutions encore sur d'autres industries? Alors, vous faites allusion à quoi quand on dit de l'industrie des médias? C'est les journaux, les télés, les trucs comme ça, ouais. Alors, oui. Donc, vous êtes essentiellement sur des consommations d'électricité. Et vous êtes essentiellement sur des problématiques d'empreinte carbone de vos équipements. Le papier, l'impression. Alors, le papier et le transport, il est déjà dans le système. Les industries, les papiers sont tous dans le système. Donc, ils vont déjà payer le CO2 beaucoup plus cher tant qu'ils vont continuer à produire du papier avec du CO2. Ah, les papiers sont dans le système, donc ça va se répercuter sur nous. Donc, bien sûr. Quelque part, on va contribuer indirectement. Vous allez payer indirectement dans vos achats. Quand vous achetez l'électricité, pareil. Quand vous achetez l'électricité, vous avez un contenu. Alors, je ne sais pas si vous êtes au tarif ou si vous êtes, je ne sais pas comment vous faites vos achats d'électricité, probablement pas vous non plus, de reste, mais quand vous êtes un acheteur d'électricité, soit vous êtes un acheteur sur le marché, auquel cas le marché répercute à peu près intégralement le coût du CO2. Les autorités de régulation vérifient est-ce qu'on ne surrépercute pas, justement. Et soit vous êtes dans des tarifs réglementés, les tarifs réglementés répercutent le coût du CO2 de façon indirecte, à travers la répercussion du prix du marché, mais c'est beaucoup plus amorti. Donc, on n'a rien à faire. Si, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez agir sur le volet de la demande, c'est-à-dire que plus vous allez économiser, il y a un gros problème aujourd'hui qui commence à être bien connu, c'est que dans les émissions qui sont liées aux usages de l'électricité, les usages classiques qui sont principalement l'éclairage et puis le chauffage, quand c'est du chauffage électrique, deviennent de plus en plus faibles par rapport à tout ce qui est les nouvelles technologies, des choses comme ça. Donc, on sait que l'empreinte carbone de tout ce qui est le numérique est en train d'augmenter fortement. Il est en train d'augmenter fortement, non pas parce que les équipements sont de plus en plus et de moins en moins efficaces, mais parce qu'on utilise de plus en plus. Le meilleur exemple, c'est le passage à la 5G, qui a fait l'objet d'un débat assez médiatisé. Alors, en gros, le passage à la 5G est le reflet de ce qu'on a appelé l'effet rebond. La 5G, elle émet beaucoup moins consomme beaucoup moins de CO2 par unité. Alors, je ne sais pas quelle unité. Chaque fois que vous téléchargez un truc, vous allez consommer beaucoup moins d'énergie. Mais comme vous allez, du coup, le prix va baisser, vous allez en faire passer beaucoup plus sur votre bande passante. Donc, c'est là où vous avez, je pense, voilà, le flux va augmenter. Puis alors, après, il y a des trucs qui sont carrément fous, c'est le Bitcoin. Le système de chaque fois reprogrammer la vérification dans les chaînes de Bitcoin, ça c'est horriblement coûteux en énergie. Bon. Donc là, je pense que dans ces secteurs-là, votre démarche, elle est beaucoup plus guidée par ce qu'on appelle la sobriété ou disons la consommation responsable en matière d'énergie. Bon. Comme vous êtes sur de l'électricité, ce n'est pas vous qui allez faire le choix de faire de la consommation électrique carbonée ou décarbonée. Bon, on peut payer son électricité un peu plus cher en prenant des contrats uniquement sur des fournisseurs d'énergie renouvelable. Ça peut se faire. Bon, à mon avis, ça ne réduit pas grand-chose de plus parce que tous les électrons se mélangent sur le réseau, mais ça donne un peu d'argent à des producteurs renouvelables.
Donc ça, vous pouvez faire. Je pense que indirectement, vous ne vous en rendez pas compte, mais le coût du CO2 va peser dans vos achats. Donc ça va vous inciter à le faire, hein. Puis si vous voulez faire un peu plus, alors après, est-ce que des réglementations européennes vont accentuer les choses? À ma connaissance, pas sur les médias. Probablement, il y aura peut-être des réglementations françaises, hein, qui vont aller un peu dans ce sens, puisque la question de l'empreinte carbone du numérique est une question qui effectivement est beaucoup posée en ce moment dans les... Je pense qu'elle... Mais oui, parce qu'ils vendent des systèmes bas carbone. Évidemment. Si vous voulez, mon opinion personnelle, c'est que je pense que vous savez, les questions climatiques ou environnementales, c'est par vague, hein. C'est-à-dire que moi, j'essaie de suivre à peu près tout en même temps, mais il y a des moments où on parle d'un truc et puis après, on oublie. Vous voyez, il y a 2-3 ans, c'était l'huile de palme. Là, en ce moment, la sobriété énergétique, c'est vraiment un truc, bon, ça va passer après. C'est là où les réglementations sont importantes. Bon, est-ce qu'on regarde la taxe carbone maintenant? Question, j'avais une question, mais... Oui, c'est qui? Christophe. Guillaume. Salut Christophe, oui. Je t'écoute. Non. Oui, non, mais j'avais écrit dans le... Ah, attends, excuse-moi. Attends, où est-ce qu'elle est écrite? Ben non, t'es pas... Je ne l'ai pas, Christophe. Ouais, ben, je peux la dire. Vas-y, oui, dis-nous. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, ben voilà. Il a l'air assez critique par rapport au système de... Allô? Ah, il y a marqué votre connexion Internet est instable. Oui. Vas-y, Christophe, on t'écoute. Vous m'entendez pas bien? Vas-y, vas-y. Donc, vous aviez l'air un peu critique ou réservé par rapport au système de mécanisme de taxation du carbone aux frontières. Mais pour moi, c'est un système qui a été utilisé avec succès pour l'agriculture pendant des décennies, avec ces restitutions, taxation, restitution sur les céréales, notamment aux frontières de l'Europe. Et ça a permis la politique agricole commune avec un prix intéressant des céréales en Europe, qui a permis à la fois de défendre l'agriculture et puis de commercer avec le monde entier. Oui, je suis absolument d'accord avec toi sur un point. C'est que le mécanisme d'inclusion aux frontières est très proche du système de garantie des prix agricoles avec le prélèvement variable à l'importation et la restitution à l'exportation. À l'heure actuelle, la question de la restitution à l'exportation sur les quotas de CO2 n'est pas très claire, mais surtout, c'est le problème des produits transformés. Et le problème des produits transformés, il s'est posé avec la politique agricole commune et il a conduit aux déboires qu'on connaît sur le soja, l'alimentation du bétail, sur la volaille, hein, puisque il se trouve que moi, c'est l'un des dossiers que j'ai traité lorsque j'étais jeune économiste aux chambres d'agriculture. On subventionnait le prix du blé en Europe, mais du coup, il devenait beaucoup plus rentable de produire le poulet en Égypte ou au Brésil, avec du blé au cours mondial. Et en réimportant, et qu'est-ce que c'est que le poulet? C'est tout simplement un produit transformé, hein, c'est 2 kg de grains. Hein, bon. Donc, on peut imaginer qu'une nomenclature sur le CO2… Moi, j'ai regardé la nomenclature des importations de volailles à ce moment-là. Et j'ai vu que c'est horriblement compliqué. Donc, la vérité, c'est qu'il faudrait, pour que le système soit imparable, le faire sur tous les produits. Or, on ne le fera pas sur tous les produits parce que ça tourne à l'usine à gaz. Donc, je ne dis pas que le système… Je pense que le système est très utile, mais je pense qu'il est à manier avec beaucoup de discernement et qu'il va nécessairement poser des problèmes industriels qu'il faudra régler au cas par cas. C'est tout ce que je veux dire. Sinon, bien évidemment, je suis favorable à ce système, mais pour moi, la vraie réussite de ce système, ce sera qu'il arrêtera de faire les allocations gratuites, ça c'est le premier truc. Et le deuxième point, c'est que son vrai succès à long terme sera si on arrive à étendre la tarification du carbone en dehors des frontières européennes. Ce qui est, pour l'instant, tous les grands partenaires de l'Europe, hein, on dit c'est du protectionnisme déguisé. Voilà.
Bon, disons 2 mots des taxes carbone quand même. Et puis surtout qu'après, je voudrais quand même dire 2 mots sur les démarches volontaires. Il nous reste une demi-heure. Et il n'est pas question que je dépasse mon temps de parole puisque j'ai ensuite un train à prendre. Alors, on va faire très rapidement l'introduction de la taxe et puis le gel, les impacts redistributifs et puis la conclusion sera à quand le dégel. Bon, vous voyez tout de suite que dans la formulation des titres, on a vécu ces dernières années une situation assez curieuse où les difficultés se sont accumulées sur le front domestique en matière de taxation du carbone, alors qu'il y a eu des avancées très importantes au niveau européen, si vous voulez. Donc, c'est quand même un peu gênant. Alors, l'introduction de la taxe carbone, on avait essayé d'introduire la taxe carbone en 2000 et en 2010. La première, c'était en 2000 avec Jospin. Là, je n'étais pas dans le coup. En 2010, avec Michel Rocard, j'étais l'un des 2 rapporteurs de Michel Rocard lorsqu'on a voulu introduire la contribution climat-énergie, comme on l'appelait à l'époque. Ça n'a pas fonctionné puisque ça a été censuré par le Conseil constitutionnel pour des raisons qui étaient en partie prévisibles, hein, puisque nous étions quelques rapporteurs à essayer d'alerter Michel Rocard, mais on n'avait pas eu l'oreille de notre président. Voilà. Alors, en fin 2012, hein, en décembre 2012, il a été créé un comité fiscalité écologique où on a remis sur le tapis la question de la taxe carbone. Mais le comité fiscalité écologique était beaucoup plus vaste, hein, parce que c'était toute l'application du principe pollueur-payeur en France. Bon. Et on m'a demandé de présider ce comité, ce que j'ai accepté jusqu'au moment où j'ai considéré que ma mission n'était plus réalisable compte tenu des aléas gouvernementaux, donc j'ai démissionné de ce comité en octobre 2015. Bon, et moi j'avais double tutelle, et donc les 2 personnes avec lesquelles j'ai le plus directement travaillé sont 2 personnes assez différentes, hein, puisque vous avez à droite Delphine Bateau, qui était plutôt une militante, qui est restée une militante, hein, quelqu'un de par ailleurs extrêmement sympathique, assez dur avec ses équipes quand même. Et à gauche, vous reconnaîtrez Cazeneuve, qui était ministre du budget, parce que mon premier ministre du budget, c'était Cahuzac, qui n'a pas duré très longtemps. Et donc ensuite, j'ai eu cet assortiment assez curieux de Bernard Cazeneuve et Delphine Bateau. C'était passionnant. Et grosso modo, lorsque c'est Delphine Bateau qui m'avait demandé de présider ce comité, je lui ai dit, tu sais, moi, la première chose que je vais essayer de faire, c'est de réintroduire la taxe carbone. Et ils m'ont tous dit, tu n'y arriveras pas ici, on va essayer quand même. Et on y est arrivé. Je ne rentre pas dans le détail, hein, c'est de l'histoire. Hein. Moi, j'ai été très vite. 2 avis. Ensuite, j'avais un comité des parties prenantes, 50 personnes, c'est la France en miniature. Hein. Un petit groupe d'experts académiques que j'utilisais, uniquement des experts académiques, totalement indépendants de toute institution. Bon. Donc 2 avis. Et puis au mois d'avril, j'avais mes 2 avis qui disaient qu'il faudrait faire. Bon, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Si je lance des délibérations avec le comité, j'en ai pour 2 ans, le machin va être enterré. Hein. Donc j'ai fait des propositions en tant que président que j'ai mis à la discussion. Et coup de chance, ça a assez bien fonctionné puisque mes propositions étaient validées à peu près par le groupe. Quand les gens ne voulaient pas valider trop, ils s'abstenaient. J'ai fait un peu comme dans les coopératives agricoles. Hein. On fait des votes assez rapides. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pas de vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, les gens qui voulaient voter contre, ils s'abstiennent. Bref, ça a passé. J'ai filé des propositions en juillet 2013. La Cazeneuve m'a bien expliqué comment il fallait faire pour introduire un impôt, parce que c'est quand même passé, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Et c'est rentré en application dans la loi de finances 2014 qui a introduit ce qu'on appelle une composante carbone dans la fiscalité énergétique. Donc aujourd'hui, on paye dans la fiscalité énergétique une composante carbone qui est bloquée, on va le voir dans un instant, à 46 € et quelques la tonne de CO2. Ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport entre ce qu'on propose et ce qui est retenu. J'avais proposé l'introduction d'une composante carbone, oui, ça a été retenu. Une trajectoire de moyen terme, retenue. Une révision annuelle de la trajectoire en fonction du contexte énergétique, non. Une élimination des niches fiscales, non. Les niches fiscales, c'est tous les gens qui ne payent pas la taxe carbone. Hein. On n'a pas le temps de les lister parce que c'est trop long. Une redistribution d'1/3 du produit de la taxe ciblée bas revenu, non.
Réduction d'autres impôts, c'était en partie retenu, et un effort ciblé sur la mobilité carbone, c'était en partie retenu. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous faites une proposition, j'avais fait un effort, des propositions assez construites, avec, il y a une partie qui a été retenue, une partie qui n'a pas été retenue, et vous voyez que les parties qui n'ont pas été retenues sont véritablement les parties qui ont fait difficulté, puisque c'est les 3 parties qui ont fait exploser le système avec les gilets jaunes. Alors, qu'est-ce qui a fait exploser le système ? On ne peut pas comprendre l'histoire de la taxe carbone si on ne regarde pas en même temps le prix des énergies fossiles. Donc là, on le voit à travers ce graphique. Vous avez le prix du baril de pétrole qui est exprimé soit en euros, soit en dollars. Je ne sais plus lequel est en dollars et lequel est en euros, du reste, ce n'est pas grave. Donc, vous voyez que lorsqu'on a en dollars, c'est celui qui a des points rouges. Lorsque on discutait sur la fiscalité écologique, le prix du baril était au-dessus de 100 $. On introduit la taxe carbone en 2014, première année de la loi de finances. J'avais pris 7 €. Profil bas, parce qu'à l'époque, croyez-moi, 7 €, c'était déjà bon. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le prix du baril s'effondre. Et donc, Bercy encaisse le pognon, c'est le jackpot, et personne n'a l'impression de payer. Tout le monde est content. Aucune communication sur la taxe carbone. Le gouvernement avait tellement peur de communiquer que lorsqu'on a introduit la loi de finances 2014, il y avait un communiqué qui était prêt, qui avait été validé par les 2 ministres. On m'a demandé quand même de le regarder pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Bon, ce communiqué n'a jamais été rendu public parce qu'il y a eu le service de Matignon qui dit non, on ne communique pas sur la taxe carbone. Donc, il ne faut pas s'étonner que quand le prix du baril a réaugmenté, là, les Français ont commencé à comprendre qu'il y avait une taxe carbone. Mais on n'a pas plus commenté la chose, d'autant plus que la ministre de l'écologie qui a succédé à Delphine Batho après l'épisode Martin, qui a été un intérimaire, c'était Ségolène Royal, qui, elle, était hostile à la taxe carbone. Puisqu'elle disait, c'est pour ça que j'ai démissionné, parce que j'avais, d'un côté, je disais, bon, principe pollueur-payeur, d'un autre côté, j'avais une ministre qui disait, c'est de la fiscalité punitive. Vraiment, bon. C'est pas elle qui a introduit après la grande pétition Stern-Stiglitz sur la taxe. Si, bien sûr, bien sûr. Ah, oui. Très belle opération de diversion. Ah, d'accord. Ah ben, si vous voulez, vous faites venir 2 économistes internationaux pour parler d'un sujet sur lequel on bosse. Mais ça, c'est caractéristique. Sarkozy fait pareil. Ah, Sarkozy fait une très grande commission aussi sur les indicateurs de croissance, avec le même Stiglitz, du reste. Bon, ça croyez-moi, les gouvernements de droite comme de gauche sont les champions pour faire des comités internationaux de préférence avec des économistes ou des cabinets internationaux pendant qu'on cause, on ne fait pas. Vous voyez, bon. Alors, ensuite, deuxième accélération de la taxe carbone avec l'arrivée de Nicolas Hulot. Et là, ça commençait on sentait que ça commençait vraiment à bouillir. Bon, pétition de Priscilla Ludowski au mois de mars 2018, pétition que moi j'ai lue, franchement, elle est très bien faite, cette pétition. Bon. Et les gens du cabinet ne l'avaient pas lu, tout simplement. Et donc, il se passe que le gouvernement joue pour dire pourquoi est-ce que on taxe. La pétition était surtout basée sur le diesel, en disant pourquoi est-ce que on taxe autant les automobilistes qui n'ont pas d'alternative, alors que le transport aérien n'est pas taxé. Et que le cadre qui va passer son week-end à Nice, parce que bon, taxer le Paris-Barcelone, c'est un peu plus compliqué, parce que ce n'est pas un vol domestique, mais rien n'empêche la France de taxer le Paris-Nice ou le Paris. Maintenant, il n'est pas taxé. Vous voyez. Pourquoi il n'était pas taxé? Mais pourquoi est-ce qu'il y a des niches fiscales partout? Pourquoi est-ce que les taxis ne payent pas? Pourquoi est-ce que les agriculteurs ne payent pas? Pourquoi est-ce que les travaux publics ne payent pas? Pourquoi est-ce que il y a plein. Vous savez, moi j'ai découvert, quand j'ai travaillé quand même dans cette période-là, j'ai découvert des trucs incroyables. Pourquoi est-ce que le gaz n'était pas taxé en France, à votre avis? Le gaz, 0 taxe en 2013. C'est bizarre quand même. Donc, je vais voir le chef du service à Bercy, pourquoi est-ce que le taxe,
Je dis, écoute, tu me dis, moi, je ne sais pas, mais nous, le barème, c'est comme ça, c'est 0. Donc, on prélève 0. Donc, je fais un peu de recherche. On ne paye pas de taxes parce qu'on a découvert un gisement à lac de gaz naturel en 1950. Et il y a plus on n'extrait plus un seul mètre cube du gaz de lac depuis la fin des années 90, peut-être même un peu avant. Mais on a gardé le système fiscal comme ça. Oui, c'est un peu comme l'histoire de la taxe charbon pour le cheminot. En fait, exactement. Exactement. Enfin, c'est le système. Le système. Bon, voilà, si vous voulez, la première raison. Bon, la deuxième raison fondamentale, c'est que, et ça, il faut vraiment qu'on s'arrête un tout petit instant sur ce graphique. Je suis désolé, il est en anglais parce que c'est une présentation que j'ai faite à l'étranger. L'impact, lorsqu'on met en place une tarification carbone, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou que ce soit à l'international, on a toujours le même problème. Les riches émettent plus de CO2 et même beaucoup plus de CO2 que les pauvres. C'est vrai entre les pays, c'est vrai à l'intérieur d'un pays, si on classe les ménages par décile de revenus, comme c'est fait sur ce graphique, qui n'a pas été fait par moi, qui a été fait par les gens de l'administration. Mais en proportion de leurs revenus ou en proportion de leur richesse, les pauvres payent beaucoup plus pour les biens et services de base, donc ils payent beaucoup plus pour l'énergie et ils payent beaucoup plus pour l'alimentation. C'est du reste c'est l'une des raisons pour lesquelles l'alimentation n'est pas taxée en TVA au système normal, mais à un système plus bas. Donc, lorsque vous mettez en place une taxe carbone, si vous ne faites pas de redistribution, tout simplement, vous faites de l'anti-redistribution. Et cette anti-redistribution, elle est particulièrement forte aux deux extrêmes. Vous voyez sur ce graphique, elle est particulièrement forte aux deux extrêmes. Elle est particulièrement forte pour la gauche et le décile le plus pauvre. Hein, où là, c'est l'impact de 22 € la tonne de la taxe carbone sur le revenu des ménages. Hein, ça représente en proportion pratiquement 3 fois celle des ménages les plus riches. Et si on fait ça au niveau international entre pays, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire une taxation du carbone internationale? C'est que la taxation du carbone on payerait beaucoup plus en masse aux États-Unis, mais en proportion, c'est beaucoup plus lourd pour les pays les plus pauvres. Donc, s'il faudrait redistribuer cette taxe per capita, à ce moment-là, on ferait du transfert. Et on ne peut pas la caler sur les revenus moyens par secte. Non, il ne faut pas la. Non. Si vous faites une taxe carbone, vous taxez le CO2. Vous pouvez redistribuer le revenu. Vous pouvez redistribuer le revenu. Si c'est une taxe carbone internationale par pays, moi j'ai fait les calculs plusieurs fois c'est pareil dans le bouquin. Si vous faites une taxe carbone à peu près de 10 € la tonne de CO2 et que vous redistribuez per capita à chaque pays, le premier pays qui en profite, c'est l'Inde. C'est un transfert de plus de 55 milliards par an. Pourquoi on ne le fait pas? Tout simplement parce que nous ne voulons pas payer. Ce n'est pas les données qu'il ne faudrait pas un système comme ça. Bon. Alors, voilà, si vous voulez, le problème de fond, c'est la redistribution. Donc, quand on parle taxe carbone et gilets jaunes, moi, je parle redistribution. Comment est-ce qu'on peut redistribuer la taxe carbone et comment on fait les Suédois? Les Suédois, eux, ils ont redistribué la taxe carbone. Parce que chez eux, avec une taxe à 128 €, c'est passé… Chez eux, ils sont pratiquement à 130 € la tonne de CO2. Alors, mais c'est des Suédois. Puis en plus, ça a été fait dans le cadre d'une réforme fiscale beaucoup plus générale où on a totalement révisé l'impôt sur le revenu. Alors, en gros, les 3 voies de la taxation redistributive. Donc ça, c'est ce que j'ai présenté à un séminaire de l'ADEME. Bon, la redistribution verticale, on sait faire. Hein. Tout simplement, on ne l'a pas fait parce qu'on ne s'en est pas occupé. On sait faire de la redistribution verticale. Le plus simple, c'est de passer par la déclaration d'impôt. Vous avez, moi, je fais ma déclaration d'impôt parce que je vais payer des impôts, mais vous avez pratiquement un Français sur 3 qui déclare des impôts. Il fait une déclaration d'impôt pour recevoir de l'argent. Donc, on a un dispositif très facile à faire. Hein, c'est soit de faire une redistribution ciblée en fonction des 4 premiers niveaux de décile et de le redistribuer par les impôts, soit de faire encore un truc un peu plus radical, ce qui est plutôt ma position, mais là je parle plus à titre de citoyen, que ça serait de faire un revenu minimum d'existence. Hein. Vous avez un revenu minimum d'existence,
Et puis, dans le revenu minimum d'existence, vous avez une composante énergie. Et puis, quand vous augmentez la taxe carbone, vous augmentez d'autant Donc, ça, pour moi, ça veut dire coupler la tarification carbone avec de la fiscalité directe. C'est ce qu'a fait la Suède. Bon, c'est ce qu'on n'a pas fait. On en a payé le pot cassé. Le deuxième point, c'est la redistribution. Elle concerne aussi la suppression des niches fiscales. C'est particulièrement choquant dans le transport. Le président de la SNCF l'a rappelé encore il y a 2 jours dans une interview. Hein, il est complètement anormal qu'il y ait ces jeux de niche fiscale, notamment sur le transport aérien. Le transport aérien ne paye rien. C'est quand même... Alors que, ici, il y a une petite taxe qui est censée en partie financer les aéroports, mais en partie seulement, hein, parce que c'est comme les impôts qui financent le C'est un peu historique. Je ne saurais pas très bien, là, je connais moins bien le transport aérien. Bon, c'est un peu historique. Il y a un lobby. Ils sont toujours débrouillés. Ah ben oui, en plus, le transport aérien est un secteur dans lequel l'administration, il y a une partie de l'administration qui est pro-transport aérien. Et c'est vrai au niveau international. Hein, là, bon, donc, je pense que ça va bouger là maintenant. Même Laurent Wauquiez a fait une lettre à tous les ministres pour qu'ils prennent l'avion entre. Oui. Ouais, bon, oui, mais faut se dire, moi je vais vous dire, il y a aussi des trucs assez choquants. Bon, là, je vais aller, dans 15 jours, je vais faire une conférence à Limoges. Un peu du bénévolat. Et le type qui m'invite me dit, bon, pour vos horaires de train, bon, ça va être compliqué parce que vous savez, le Paris-Limoges, il est irrégulier, et 2, on est l'une des rares lignes où la durée du voyage a augmenté depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'aller de Paris à Limoges en train, c'est plus long aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est quand même dingue, si vous voulez. C'est vraiment l'image du problème. Oui, moi j'ai un copain qui habite pas très loin, là, et quand il vient à Paris… Il s'appelle comment ton copain? Marc Gillet. C'est lui qui m'invitait. Oui, vous le connaissez. Ah oui, c'est lui qui m'invitait. Oui. Bien sûr. Ouais. Bon, alors, dernier point. Et là, on rentre dans le dur. Nos amis gilets jaunes que vous voyez à gauche, ce n'est pas des urbains. C'est des gens de la périphérie et on sait bien que le phénomène gilet jaune, il est d'autant plus important qu'on s'éloigne des centres urbains. Et donc, le problème qu'il faut traiter aussi, c'est les inégalités spatiales. Et là, les inégalités spatiales, c'est beaucoup plus compliqué à traiter. Pourquoi? Il y a des raisons techniques. Les raisons techniques, elles sont très simples, c'est que si vous mettez une condition spatiale pour augmenter la compensation financière, vous allez avoir plein de gens qui vont brusquement réapparaître sur d'autres localisations. C'est un cas classique. Bon, ça, c'est bon. L'administration, c'est à peu près faire, mais pas tant que ça. Hein, si c'est très compliqué. Par exemple, l'administration fiscale a beaucoup de problèmes. Les gens qui ont une ou 2 résidences, c'est quoi leur résidence principale, voyons. Et puis, mais le problème de fond, c'est que si on compense financièrement, on va donner une incitation à s'éloigner du centre-ville. Pourquoi est-ce qu'on a créé toutes ces zones d'habitat, notamment périurbaines, souvent même les lotissements qui sont carrément dans les campagnes? C'est parce que c'est moins cher. Et si vous donnez des subventions, c'est encore plus. Oui, donc la correction des inégalités spatiales est compliquée. Et je pense que la bonne façon de faire, ce n'est pas de faire de la redistribution financière, c'est de cibler beaucoup plus fortement les aides à la mobilité bas carbone sur les parties du territoire où il n'y a pas d'alternative et les gens qui n'ont pas d'alternative. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et là, c'est compliqué parce que vous redistribuez de l'argent, c'est instantané. Si je sais que la taxe carbone, ça va coûter 150 € au premier décile, je peux redistribuer 150 € aujourd'hui. Je peux même le faire en avance. Moi, je pense que pour calmer les gens, il faudrait commencer par distribuer l'argent et ensuite faire payer. Parce que personne ne croit que quand on vous dit l'État va rembourser, personne ne le croit. Donc voilà un peu, si vous voulez, les difficultés d'une taxation redistributive. Oui, ça, le dernier paragraphe, ça touche un peu des problèmes d'architecture, d'urbanisme. Bien sûr. Etc., mais alors là, on n'est pas dans le même calendrier. On n'est pas dans le même calendrier. La taxe carbone, tu la payes tout de suite. Le moment, par exemple, les codes d'urbanisme ont déjà changé.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'urbanisme qui protégeait beaucoup plus, par exemple, l'espace pavillonnaire, il incite beaucoup plus à ce qu'on appelle la verticalisation. Du reste, j'en gueule. Moi, je vois dans ma banlieue, la plupart des gens disent non, non, on veut garder l'esprit village gaulois. Non, non, ben maintenant, ça va s'étaler sur 10-15 ans. La taxe carbone, tu la payes au 1er janvier. Donc, il faut bien voir que c'est un peu comme les idées folles qui circulent sur le fait que l'isolation thermique des bâtiments serait la meilleure façon de réduire vite les émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment. Bien évidemment, non, c'est lent, puisqu'il y a 32 millions de résidences principales. Oui, mais c'est en même temps cité par je ne sais pas combien de... Je sais bien, mais je sais bien. Mais attends, mais ce n'est pas parce qu'un truc est cité en boucle qu'il faut le croire. Hein. Et si on veut aller vite, il faut évidemment accélérer l'isolation thermique, mais si on veut baisser vite les émissions de gaz à effet de serre, il faut aussi agir sur la substitution des sources les plus émettrices. C'est évident. Bon, nous, on a fait 2 thèses là-dessus. Bon. Voilà. Bon, donc, c'est le problème du calendrier. Vous savez, beaucoup de questions climatiques, hein, c'est le tic-tac de l'horloge climatique. Voilà, sans faire aucune promotion de mon ouvrage. Alors, pour conclure, eh bien, voilà, on en a. Pas moi qui ai fait le graphique encore, hein, je l'ai pris sur un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, qui m'a par contre assez longuement auditionné. La Suède, en bleu, c'est la taxe carbone, hein, telle qu'elle est pratiquée, et en rouge, c'était la trajectoire prévue de la taxe carbone, et puis le gel à 44,6 €. Vous voyez que en réalité, il y avait un petit non-dit dans les trajectoires de la taxe carbone française, c'est qu'on pensait que si on allait continuer la trajectoire, on allait rejoindre les Suédois, peut-être même les dépasser. Bon, on était fiers de nous, mais bon, l'histoire ne s'est pas passée comme ça, et ce gel de la taxe carbone à 44,6 €, je ne vois pas comment est-ce qu'on va dégeler cette situation. Et personnellement, je pense que tant qu'on n'osera pas regarder en face la réalité, et la réalité, c'est que si on ne renchérit pas le coût d'usage des énergies fossiles, on ne sera pas, si on va bouger, on ne sera pas dans le temps, on ne sera pas dans le bon timing, on ne bougera pas assez vite. Voilà. Alors peut-être pour terminer cette séance sur les instruments économiques, les démarches volontaires et la compensation carbone. Alors là, tout ce qu'on a vu, ça rejoint un peu votre question tout à l'heure, hein. Tout ce qu'on a vu, c'est des choses qui s'imposent, hein, soit par des normes et des règlements, soit par des taxes, soit des marchés de permis qui sont des obligations réglementaires, hein, qui sont pas des... On ne choisit pas de rentrer dans le système des quotas de CO2, on est obligé d'y rentrer lorsqu'on remplit les critères. Alors, à côté de ces volets de politique publique, il y a des démarches volontaires et il y a le mécanisme de la compensation carbone qui peut être intéressant. Mais secondaire, ce n'est pas la compensation carbone, hein, qui va sauver le monde. Et William avait tout à l'heure raison de nous dire, mais attention, est-ce que la compensation volontaire n'affaiblit pas le système des quotas? Alors, pourquoi est-ce que... Voilà. Premier point sur les démarches volontaires. Quand un certain nombre d'entreprises choisissent de rentrer dans une démarche de réduction d'émissions et éventuellement d'utiliser un prix du carbone pour faciliter sa démarche, on distingue traditionnellement 3 scopes. Il y a le scope 1 qui sont les émissions directes. Par exemple, dans les médias, hein, votre scope 1, il est, je pense, assez faible, hein, puisque vous achetez votre énergie à l'extérieur, vous ne brûlez pas de fossiles, voilà, voilà, bon, vous avez un peu de transport. Bon. Alors, tout de suite, il y a un scope 2 qui corrige les 3 thèses du scope 1, c'est que quand on achète de l'énergie électrique, ou on peut aussi acheter de la chaleur, hein, lorsqu'on est sur un réseau de chaleur, il faut rajouter aux émissions dans votre périmètre les émissions qui sont incorporées dans l'énergie que vous allez acheter à l'extérieur. Ça change déjà pas mal les choses dans un certain nombre de cas. Et surtout, ça évite de pouvoir réduire ces émissions tout simplement en externalisant votre énergie. Bon, c'est quand même un peu trop facile, hein. Bon. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de passer du scope 1 et 2 au scope 3.
le scope 3, ça va mesurer l'ensemble des émissions qui sont incorporées soit dans vos achats, soit dans vos ventes. À gauche, dans les achats, eh bien, c'est toutes les émissions indirectes qui vont être incorporées dans tout ce que vous achetez à l'extérieur pour faire fonctionner. C'est vos achats de papier, hein, vos achats d'ordinateur, vos achats de… etc. Et puis, dans le scope 3, à l'aval, il y a toutes les émissions qui vont être provoquées par l'usage de vos produits. Par exemple, les compagnies pétrolières, on estime que à peu près 90% des émissions de Total, c'est l'usage des produits. Et 10%, c'est les émissions en raffinerie, les émissions dans l'extraction. Dans les voitures, c'est pareil. C'est pareil, c'est peut-être pas 90-10, mais fabriquer une voiture, ça consomme quand même, hein, de l'énergie, donc on émet quand même. Mais l'essentiel des émissions qui vont être liées à une voiture, c'est à l'usage. C'est pour ça que les véhicules électriques vont finir par être moins émetteurs, même si à la construction, ils émettent plutôt un peu plus aujourd'hui, hein, de CO2 que des voitures thermiques, principalement parce que c'est des démarrages, donc on n'a pas encore des technologies suffisamment économes. Bon, donc ça, c'est vraiment très important. Dès qu'on est sur des démarches volontaires, qu'on soit une entreprise, c'est pareil pour une collectivité territoriale. Il faut vraiment voir quel est le scope, parce que sinon, si chacun choisit le scope qui l'arrange, vous voyez tout de suite le problème. Et parfois, il y a des choses totalement imprévues. Par exemple, moi, j'avais été en contact avec la société L'Oréal, pour ne pas la citer. Chez L'Oréal, une grande partie des émissions sont liées à l'usage des produits, parce qu'il faut de la douche pour rincer, si vous voulez. Et donc, la douche, ça consomme de l'énergie. Il fallait y penser quand même. Et ils ont fait une étude de cycle de vie, et on voit que c'est loin d'être négligeable. Donc, le diable est dans les détails. Donc, si on n'a pas une bonne mesure du choix du périmètre, les démarches sont biaisées. Et donc, c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps, car ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de mesurer toutes les émissions sur l'ensemble des scopes. Deuxième point, qu'est-ce qu'on peut faire avec, une fois qu'on a bien calculé et mesuré ces émissions? On peut faire trois choses avec un prix du carbone. On peut faire de la compensation carbone. La compensation carbone, ça ne va pas du tout créer des suppléments totaux, hein, de réduction d'émissions, ça va transférer des réductions d'émissions. Une compensation carbone, par exemple, vous allez financer un projet en dehors de votre périmètre, vous allez compter les tonnes de CO2 que vous allez économiser, et puis vous allez pouvoir dire, je m'attribue cette réduction d'émissions, parce que si je n'avais pas payé le carbone, il n'y aurait pas eu. Oui, mais du coup, ça fait surtout bouger, ça déplace les émissions, mais in fine, ça ne crée pas beaucoup. Alors, la compensation carbone, elle peut s'articuler à des contraintes réglementaires. C'est principalement le cadre, dans le cadre du protocole de Kyoto, hein, où une partie des contraintes des pays riches pouvaient être obtenues en finançant des réductions d'émissions via un mécanisme qu'on appelait en français le mécanisme pour un développement propre. Et ça va être le cas pour l'aviation internationale dans le cadre du mécanisme CORSIA, puisque dans l'accord international sur l'aviation civile, il est prévu que l'ensemble des compagnies sous le régime vont être obligées de compenser leurs émissions à partir de 2023 sur une base historique qui avait été fixée initialement à 2020. Je ne sais pas si on maintiendra cette base historique de 2020 compte tenu de la baisse du transport aérien en 2020. Moi, je milite pour qu'on maintienne cette base, mais bon, personne n'y croit trop. On peut faire aussi, avec un prix du carbone, des choix d'investissement. C'est ce que font les États lorsqu'on utilise une valeur tutélaire, ou aux États-Unis, on appelle ça le social cost of carbon. Dans les investissements publics en France et aux États-Unis, on calcule normalement les tonnes de CO2 qui sont liées au projet et on met un prix. Des entreprises privées commencent à utiliser un prix du CO2 dans leur choix d'investissement. J'ai cité quelques-unes qui le font. Mais ensuite, la règle de décision n'est pas toujours très claire. Par exemple, Total, aucun projet Total ne remonte à la décision sans qu'on ait un calcul avec et un calcul sans prix du CO2. Mais nul ne dit qu'on est obligé d'utiliser le prix du CO2 dans le choix final, si vous voulez. Saint-Gobain, une mécanique encore un peu plus tortueuse, puisqu'eux, ils ont deux prix du CO2, suivant qu'on ait un projet à court terme, un projet à long terme. Et puis, on peut aussi utiliser après des
du prix du CO2 pour faire des fonds carbone. Souvent, c'est des fonds de compensation. Bon. Il peut y avoir des choses intéressantes. Hein. Par exemple, il y a un fonds en France qui s'appelle le Livelihood Fund, qui est un beau nom français. Du reste, il n'y a que des investisseurs français là-dedans. Ça a été créé par Danone, l'ancien directeur développement durable de Danone. Ils font des projets assez innovants sur la restauration de la mangrove, etc. Bon. Mais vous voyez que ces démarches volontaires, c'est le problème du passage à l'échelle. Hein. C'est bien, c'est intéressant, mais ce n'est pas ça qui va résoudre la question du changement climatique. Et le risque, c'est qu'au nom de la compensation, on arrête de faire des choses plus violentes et plus structurantes. Et le dernier slide que je voulais vous montrer, c'est un petit slide, en fait, pour être tout à fait franc, c'est un slide que je vais projeter demain. Je vous ai donné quelques exemples de compensation dans le secteur agricole. À gauche, hein, vous avez le progrès Carbocage, ça fonctionne dans l'ouest de la France. On utilise du crédit carbone pour, en gros, financer des restaurations de haies et des restaurations d'écosystèmes dans l'agriculture traditionnelle. C'est de l'agriculture conventionnelle. C'est un outil intéressant, mais qui a sa limite. À droite, c'est également un projet d'intensification agricole, mais c'est en Éthiopie, Yédéni. Et là, c'est un projet qui a une double certification, certification carbone et certification biodiversité. Pareil, ces projets sont intéressants parce qu'ils sont bien menés. Ce n'est pas ça qui va ramener l'Éthiopie dans l'accord de Paris, oui, mais c'est des petites briques qui sont utiles. Bon. La compensation carbone, du côté de l'offre, ça implique de compter correctement, on vient de le voir. Je mis le carbone et les autres, ça veut dire qu'il faut compter aussi le méthane et le protoxyde d'azote, bien évidemment, mais il faut aussi compter les autres volets de l'environnement, la biodiversité, l'eau, les valeurs environnementales dans le carbone vivant, ce n'est pas que le carbone. Vous voyez. Et ça, c'est très compliqué à faire. Et il faut des agrégateurs de projets pour l'agriculture. Les projets menés exploitation par exploitation, ça ne marchera jamais, il faut des agrégateurs. La demande, les marchés volontaires, il y a une petite demande. L'article 6 de l'accord de Paris, qui a été enfin avalisé à la COP de Glasgow, va ouvrir de nouvelles possibilités dans le cadre multilatéral pour faire de la compensation, l'aviation civile, et puis peut-être que dans l'Union européenne, la réforme de la PAC et tout le paquet Fit for 55 va faciliter ces projets. J'accélère un peu parce que nous arrivons au terme de notre séance. Dans notre traditionnel biblio sur les 3 ouvrages, on va commencer par en haut à gauche un ouvrage très technique que vous ne lirez pas parce qu'il n'est pas très intéressant, qui s'appelle Pricing Carbone, mais j'ai eu énormément de plaisir de l'écrire avec Franck et Denis. C'est le seul bouquin que j'ai écrit directement en anglais, enfin que j'ai contribué à écrire directement en anglais. Bon. Au milieu, un autre Christian, c'est Christian Gaulier, qui est le directeur de l'école de Toulouse, qui lui c'est le prix du carbone vu par un économiste très orthodoxe. Et puis, une critique très décapante de l'orthodoxie économique, c'est Donut Economics par Kate Raworth. Et ce bouquin est traduit en français chez Pont. C'est un bouquin extrêmement agréable à lire et qui fait beaucoup réfléchir. Moi, il m'a fait beaucoup réfléchir sur… Celui du milieu aussi, hein, j'ai une note, oui, une note de lecture. Celui du milieu est bien, mais celui de droite fait plus réfléchir que celui du milieu, je trouve. D'accord. Là, j'ai mis toute une ribambelle aussi de références, hein, parce que ça, c'est vraiment, moi, c'est le cœur de mon métier, hein, donc je connais bien. Bon, vous ne lisez pas tout ça, mais bon, il y a une abondante littérature sur la tarification du carbone. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je ne présenterai pas ici l'annexe technique sur la méthode de calcul du prix du carbone par les économistes, mais si vous avez le courage, vous avez une quinzaine de slides pour vous initier à notre discipline économique. Merci de votre attention. Nous sommes obligés de nous arrêter là. Et la fois prochaine, 7e et dernière séance, nous nous interrogerons ensemble sur une question qui, je pense, vous taraude maintenant autant qu'elle me taraude moi-même. Comment accélérer? Voilà. À la semaine prochaine. Merci.